C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça. J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production, c'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé il y a 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice. Partagé entre doute, satisfaction, regret et galère, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. And very often, if you're permitted to follow your idea all the way through, you find that it is right. You find that your instinct is usually good. Pour ce 8e numéro de Dédale, nous recevons le réalisateur Andrew Desmond. Son court-métrage Entity marque son premier pas dans l'aventure cinématographique. Ce film de science-fiction met en scène une astronaute à la dérive dans l'espace. Composé de prises de vue réelles et de beaucoup d'effets spéciaux en méthode garage, le film impressionnera par ses qualités visuelles et lui permettra d'obtenir un mixage Dolby Atmos. Une première pour un court-métrage en 2014. Fort du succès de Entity dans des festivals prestigieux, Andrew se lance dans l'écriture de son premier long-métrage, The Sonata, un thriller gothique horrifique. L'idée de le produire en France sera un temps envisagée puis abandonnée. Relancé grâce à un casting international attirant, le budget du film sera monté par le biais d'une coproduction internationale. Tourné principalement dans un manoir gothique en Europe de l'Est, le film permet à Andrew de livrer une mise en scène élégante qui, par souci d'économie, distille quelques effets spéciaux et notamment l'apparition d'une créature maléfique. Destiné au marché russe, il sortira dans quelques salles dans le monde en 2018 et recevra un accueil modeste. En France, il faudra attendre février 2020 pour voir sortir le film en DVD, Blu-ray, VOD. Écoutons l'histoire de The Sonata. Salut Jules. Salut Flavien. Salut Andrew. Salut à vous. Bon, c'est parti. Tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens ? Donc oui, non, je suis né à Londres, en Angleterre. Je suis de nationalité anglaise. Franco-anglaise maintenant, depuis cette année d'ailleurs. Ah. C'est tout frais, c'est tout récent. J'ai grandi là-bas. Je suis arrivé en France quand j'avais 6 ans. Donc je suis arrivé en France parce que mon père était journaliste et écrivain et on lui avait proposé un travail de chercheur à Bordeaux pour un musée de la Plaisance. En fait, il y avait une spécialité, il y a plusieurs spécialités, notamment dans l'aéronautique. Ma mère prof de langue, je suis arrivé en France donc à 6 ans, j'ai grandi à Bordeaux dans le Bordelais jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait toute ma scolarité à Bordeaux, etc. Et à 18 ans, je suis arrivé sur Paris pour une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA, qui m'a apporté certaines choses, on va dire, pas complètement non plus. Enfin, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, on va dire, comme toute école de cinéma, je pense. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance un peu à cracher sur les écoles, mais je trouve qu'il y a des côtés bénéfiques là-dedans. Tu as fait les 3 ans ? J'ai fait les 3 ans. Est-ce que tu as réalisé la dernière année ? Non. Non, t'as pas eu ce plaisir ? Non, j'ai fait option montage la dernière année, donc étonnamment justement. Ouais. Okay. C'était un peu l'option safe, genre pour avoir du boulot derrière, pour se dire voilà, si on sort d'école, on va pas faire des longs métrages tout de suite, mais toujours avec le but de faire de la réal et de la mise en scène, quoi. Mais surtout, juste derrière, j'ai fait une fac de ciné qui était Paris 7 de Diderot, donc master d'études ciné là-bas. En parallèle à tout ça, j'avais fait pas mal de petits stages, de petits boulots à droite à gauche dans le milieu du cinéma, etc. Donc j'avais bossé notamment en tant que stagiaire assistant de production pour une boîte qui s'appelle La Chauve-souris. Enfin maintenant, c'était devenu Les Chauves-souris par la suite, l'époque où j'étais. Donc la boîte d'Éric Névé, feu Éric Névé qui est décédé l'année dernière. Donc très spécialisé genre, qui a fait pas mal de films comme Le Petit Poucet d'Olivier Dahan, les films de Schoendorfer. Moi, quand j'y étais, c'était lors de Notre jour viendra, le film de Romain Gavras. Ils avaient fait aussi, ils venaient juste de faire Une affaire d'État aussi de Valette. Donc très orienté genre, mais ça a permis justement de voir les galères de financement d'un point de vue purement prod, les rouages, etc., de comment ça pouvait se passer au stade de montage financier, on va dire. Ce qui était intéressant. Et en parallèle à tout ça, je faisais pas mal de réalisation, de clips. Je m'étais lancé dans le clip. Je pense que on est une bonne génération pour faire ce genre de choses, pour faire nos armes, et de la bande démo, apprendre la technique, etc. Si on veut faire de la mise en scène, de la réelle, bien sûr. Des courts-métrages aussi. Et jusqu'à ce que je fasse un cours qui s'appelle Entity, qui est donc sur le Blu-ray DVD du long, qui est un cours de SF que j'avais fait en 2013. Fin 2012-2013, on avait attaqué avec une personne qui s'appelle Jean-Philippe Ferré, qui était co-auteur / superviseur VFX sur le film. Et vu qu'il y en a beaucoup, c'était un peu notre bébé, on va dire, à tous les deux, quoi. Donc un cours qui a mis beaucoup de temps à se faire,
qui est sorti quasiment en même temps que Gravity, qui a, on va dire, semblablement le même pitch de départ, le même postulat de départ, mais sauf que le nôtre était beaucoup plus orienté fantastique, SF, on va dire un peu surréaliste, etc., quoi. Le film a très très bien marché en festival, notamment. On a fait plus d'une 60aine de festivals à l'étranger. On a gagné plusieurs prix, et surtout ça a permis de rencontrer pas mal de gens pour du long. On va peut-être juste revenir un peu Ouais, je suis désolé, je suis allé en mode monologue. ça tout va seul. vite. On y va doucement. Mais là, juste, on revient un peu sur Entity. Comment t'as rencontré Jean-Philippe? Alors Jean-Philippe, on était tous les deux à l'ESRA ensemble. On se connaît depuis nos études, on est très bons copains, on est très bons potes. Et lui, il avait plus une envie de... À la base, il n'avait pas vraiment d'envie de réaliser, il avait plus des envies d'écriture et des envies de faire vraiment du montage, de la post-prod, des trucages, etc. Lui, la mise en scène, ça l'intéressait pas. Et moi, j'avais pitché l'idée d'Entity, si vous voulez que je parle de la genèse de tout ça ou pas. Ouais. J'avais pitché l'idée, donc qui était une astronaute qui flotte à la dérive, à l'abandon, dans l'espace, etc. Lui, il a adoré, il a dit ok, super, hein. J'ai proposé d'écrire qu'on écrive à 4 mains du coup le script, et que lui s'occupe vraiment du côté effets spéciaux, VFX, et moi de la partie mise en scène réelle. Il a accepté, sauf qu'on s'est lancé dans 2 ans de taf, parce que du coup on n'a eu aucun financement d'aide publique ou quoi que ce soit. Moi j'avais un producteur, Laurent Fumon, qui a aussi produit mon long par la suite, mais ça on y reviendra. Et d'ailleurs, ce producteur, tu l'as rencontré Je l'avais rencontré en faisant du clip. Je l'avais D'accord. rencontré en faisant du clip par le biais d'un autre copain qui était réalisateur avec qui je faisais des choréas à l'époque, qui s'appelle Corentin Quignou d'ailleurs, et qui a fait le making-of du long. Lui, en fait, à l'époque, il avait une autre boîte qui s'appelait Rose Prod, qui était une petite boîte qui faisait essentiellement du court, du clip, de la pub web, des films corporate, etc., etc., mais dans le but de vouloir grandir derrière. Ce cours, lui, ça lui a tout de suite plu et intéressé parce il avait pour but aussi de fonder une boîte de post-prod qui s'appelle Imagine Work. Non, pardon, je fais des raccourcis. En fait, il s'est associé avec une boîte qui s'appelle Imagine Work parce qu'il avait envie de partir dans la post-prod. Et ce projet était hyper intéressant pour tous les deux pour justement explorer des choses et se faire de la bande démo, etc. là-dessus, quoi. Du coup, ça c'était un projet qui était fait vraiment avec beaucoup de sueur et d'amour et d'huile de coude, on va dire, parce que comme je disais, pas de financement. Vous avez même pas essayé d'aller toquer Alors on a fait un Ulule, Ah oui, un d'accord. crowdfunding. Donc ça c'était, on a réussi à avoir à peu près 6 000 € en crowdfunding, ce qui était pas mal pour un cours, qui a permis de financer en fait la partie live tournage, parce qu'on a tourné quand même en studio pendant 2 jours avec une comédienne, donc c'est quasiment que des gros plans, mais on avait tout un dispositif de lumière en fait qui flashait à droite à gauche pour que ça colle à ce qu'elle voyait en fait en contre-champ, quoi. On tenait à ce que les lumières soient pas faites en post-prod, mais vraiment en live. D'ailleurs, est-ce que le projet du film Gravity était déjà sorti ou ça se faisait Alors en même non, temps c'est qu'on faisait ce truc-là, on savait qu'il y avait un film d'Alfonso Cuarón qui se tournait qui s'appelait Gravity, mais on savait absolument pas de quoi ça parlait. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on savait juste que c'était voilà, un truc qu'ils faisaient, quoi. Parce que Mais du coup, il y est-ce avait que aucune- d'ailleurs tu t'es intéressé après coup de savoir comment ils Ah avaient, oui, oui, ils bah, avaient en fait, tourné, nous, parce que comme ils ont utilisé des on a panneaux LED eu, un peu. on a eu des sueurs froides quand on a vu le teaser Ouais. de Gravity, en se disant mais merde, en fait, enfin, C'est notre film. il y a eu un pompage quelque part, etc. Alors, en fait, pas du tout. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai été en colloque par la suite avec le neveu d'Alfonso Cuarón, qui m'a raconté toute la jeunesse du film d'ailleurs, parce qu'il connaît très bien. Bah, son cousin, c'est Jonas Cuarón, le co-auteur de Gravity. Enfin, bref, je vais raconter tout ça. J'ai même d'ailleurs essayé de faire passer le court-métrage à son oncle, mais qu'il a jamais vu au final, je crois. Ou bien qu'il l'a vu, mais qu'il n'a pas voulu faire de retour, j'en sais rien. Bref. Il y a peut-être peur qu'on l'accuse de plagiat. Mais, pardon, du coup, je divague, mais oui, ce film-là, oui, il était arrivé, et puis on a eu très très peur. En fait, il est sorti pile poil pendant qu'on finissait le cours. D'accord. Donc, il n'y a pas eu de pompage ou plagiat ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que du coup, la barre était tellement haute techniquement avec ce film-là, que du coup, tu peux pas tester en comparaison sur un court-métrage, c'est pas possible, quoi. Mais n'empêche que ça a servi le cours dans le sens où les gens... Moi, je me rappelle, le film était sélectionné à Gérardmer, et il y avait un mec qui est assis derrière moi dans la foule qui connaissait pas, qui était devant lui ou quoi que ce soit. Il a fait c'est quoi ce truc là Entity. Il fait ah ouais, c'est Gravity du pauvre, là, c'est Gravity bis et tout. Mais au final, le film a été hyper bien accueilli à ce festival-là, tout le monde a adoré. Il était venu nous voir, il nous a fait des trucs, des super chouettes compliments. Donc au final, je pense que ça a servi le film où les gens se sont dit, bon, c'est le Gravity bis là, tu vois. Mais bref.
Donc vous avez eu un Ulule et vous avez mis des Oui. sous un peu perso ou c'est vraiment que de... Moi, j'ai mis des sous de ma poche, lui aussi, mais Ouais. pas énormément non plus. Le producteur a mis 5 000 € de sa poche, par contre, en tant que preuve de bonne foi pour aussi essayer de monter le film, etc. Mais ça, c'était plus pour la seconde partie post-prod, Ouais. pour payer des bifetons à droite à gauche, finaliser le film, vraiment le sortir, avoir les DCP, aussi tout ce qui est festival, il y a eu beaucoup Bien de sous sûr. qui ont été dépensés là-dessus, donc voilà. Mm. Donc en tout et pour tout, c'est un film qui a coûté un peu moins de 10 000 €, ouais, D'accord. le court. Mais du coup, le producteur n'a pas essayé en fait d'aller essayer d'avoir en fait une aide à Si. certains guichets, même si ça n'a pas À marché. Mais... l'époque, il y avait l'aide de nouvelles technologies qui venait juste d'arriver. D'accord. On avait postulé, mais on avait eu 0 retour là-dessus. Et in fine, on s'est dit, je crois qu'on avait demandé plusieurs aides du CNC, des aides pour du cours, etc. Mais aucune n'avait répondu de manière positive. On était même allé voir Microsimage, pour grosse boîte de VFX, pour nous aider, mais ils nous avaient fait un devis absolument pas envisageable pour un court-métrage, en fait. Et quand bien même ils aimaient le projet. Et du coup, on s'est dit, tant pis, on fait tout nous-mêmes, avec des graphistes qui ont de la bonne volonté, du temps, de l'énergie. Et ça a pris 2 ans, ouais. Enfin, en tout et pour tout, si on ajoute, sans les pauses, etc., c'est 2 bonnes années. D'accord, donc Jean-Philippe, lui, il chapeautait un peu, c'est ça, toute la partie... Il chapeautait toute l'équipe de graphistes qui bossait c'est ça, dessus. Il ouais. était vraiment superviseur VFX. C'est ça. Et comme je disais, on a écrit le scénario à 2. Moi, c'était plus la partie mise en scène, mais après, il a quand même eu vu que c'était un peu notre coprojet, entre guillemets, il a quand même eu des propositions de tout ce qui est visuel. Vous l'avez tous vu le cours, ouais. Donc tout ce qui est tous les tunnels, d'espèces de vortex à travers lequel elles s'engouffrent à la fin, c'est lui qui les a fait, ces plans-là. Donc ça, il y a eu son apport artistique là-dedans, c'était aussi une bonne part de DA, on va dire, là-dedans. Vous avez pioché vos inspirations où? Pour ce cours, Ouais. ça va de 2001 à The Fountain, en passant par Alien, à l'époque. Contact, peut-être? Contact, si, complètement, ouais. Contact, ouais. Il y a plein de vortex aussi, je repense à Contact par rapport à ça. À la fin, Ouais, vraiment, on notamment. avait envie de faire un cours un peu fou, et j'ai revu il y a pas longtemps, je trouve qu'il a pas trop mal vieilli, malgré quelques plans où ça jure un peu, mais pour un court-métrage avec peu de thunes, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Mais on a envie d'un cours fou, et avec un truc qu'on n'avait jamais vu, en tout cas, avant que Gravity arrive, en tout cas, qui est une nana qui flotte à l'abandon dans le vide intersidéral, et à qui va arriver des choses extraordinaires, quoi. Je me posais la question s'il y avait eu des partenariats techniques avec, Sur ce film-là, avec oui. les boîtes, Oui. les différentes boîtes. On a eu un partenariat avec Technicolor, Ouais. qui, parce que le chef-op du film travaillait à l'époque à Technicolor dans la partie post-prod, etc., étalonnage. Donc eux, ils nous ont filé un gros coup de pouce, et il y a un des étalonneurs de chez eux qui est très bon, qui a étalonné le film. On a eu aussi, pour tout ce qui est DCP, et tout ce qui est... pas DCP, tout ce qui est rendu aussi, on a eu des aides de leur part à ce niveau-là, il me semble, dans mon souvenir. Imagineworks, donc la boîte de VFX dont je parlais, ils ont tout fait gracieusement du coup de leur côté pour eux, ils ont fait l'astronaute. Donc c'est un astronaute entièrement en 3D qu'ils ont lighté, animé, modélisé eux-mêmes, etc., quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Et sinon, un des gros partenariats qu'on a eu, c'est Dolby. Donc Dolby, on a été les voir, ils venaient juste de sortir le système Atmos. Ouais. Et le seul film qu'ils avaient mixé en France en Atmos, c'était En solitaire. En solitaire, ouais, avec Cluzet, et qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits du résultat, manifestement. Ah. Parce que je crois que le mixage était trop bruyant, trop surmixé. C'était mal mixé en gros, et ça ne mettait pas en valeur leur système d'Atmos. Et justement, ils attendaient qu'une chose, c'est d'avoir un projet, et en l'occurrence ce cours-là, qui puisse vraiment démontrer de manière un peu spectaculaire leur nouveau système, quoi. Du coup, on est devenu le premier cours français à être mixé en Dolby Atmos. Et ça, du coup, c'est parce que vous connaissez quelqu'un chez Dolby ou... Alors, pour le coup, le compositeur du film qui s'appelle Fabrice Madjar a une boîte de son qui s'appelle Attention au chien, AOC. Et lui travaillait beaucoup avec un mixeur qui s'appelle Christine Altirli, qui a une boîte de mixage qui s'appelle le Creative Sound, qui était en gros le premier studio de mixage en Atmos sur Paris. Enfin, c'était à l'époque, en tout cas en 2014. Et donc du coup, en fait, il a directement allé les voir, lui a contacté Dolby, etc. Et puis voilà. Avec le recul, on a eu beaucoup de chance sur ce projet, on a rencontré plein de gens qui étaient hyper motivés. Et je pense
c'est un truc bête pour les courts-métrages, mais plus l'ambition est grande aussi, c'est plus on va attirer du monde en fait. Plus les gens sont attirés par ce genre de choses. Oui, je puis pense. après, eux font la promotion, enfin pour parler de Dolby, eux Ouais. ensuite ils vont communiquer sur votre film, et donc Complètement. ça permet aussi de vous faire voir un peu plus. Eux, ils l'ont diffusé à chaque fois qu'ils faisaient des salons, des colloques, etc. Parce que c'était un truc court En pour plus eux, c'est de court, 30 c'est minutes, court. Ouais. et qui était une super. Enfin, honnêtement, c'est. Ouais, je vous dis ça, mais en fait, ouais. Je sais pas si un jour j'aurai l'occasion de le diffuser en Atmos à nouveau, mais la projet en Atmos, c'est vraiment très chouette. Enfin, C'est plus immersif, j'imagine. c'est hyper Ah bah oui. immersif. Ouais. Il y a entre 40 et 60 enceintes qui sont dispatchées. Donc rien qu'au mixage, c'est un travail où tu pars dans tous les sens, à dire ok, je veux que ce son-là il arrive là, celui-là par là-bas, Faut et pas- c'est Ouais, faut pas négliger du coup, j'imagine, toute la partie sound design. C'est un Complètement. truc qui a dû prendre beaucoup de temps. Enfin, le sound c'est design une a pris du question. temps, ouais. Et après, en même temps, il fallait qu'on ait un. Mais ça, c'était pareil, c'est la même boîte que le compositeur AOC. Enfin, Fabrice, du coup, sa boîte AOC, qui s'est occupé du sound design. Donc lui, il a dit, moi, je m'occupe de la musique, du sound design, et puis on voit pour le mixage comment ça se passe. Dolby n'était pas encore dans la boucle à l'époque. Et puis, ouais, je pense que eux aussi, ça leur servait de démo pour des projets un peu plus spectaculaires, justement, et un peu plus, plus cinéma de genre, parce qu'ils faisaient beaucoup de pubs, surtout jusque-là. Ou bien des films très intimistes, type drama ou comédie française, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est ça aussi, on avait tellement peu l'habitude de faire de la SF en France que du coup, ça a galvanisé énormément de monde pour travailler dessus, quoi. Et gracieusement, du coup. Le film a eu a eu un succès en festival. Comment ça s'est passé à la suite de ça? Quelle rencontre tu as fait? Est-ce que tu as eu un agent à la suite de ça? Alors, le film a attiré très tôt, même avant qu'il soit diffusé en festival, parce qu'on avait sorti un teaser, un trailer sur le net. Et il a attiré très tôt beaucoup d'intérêt des Américains. Donc on a eu des coups de fil, des mails de la part de managers, de la part de grosses agences comme William Morris, etc., pour nous représenter. Et surtout des gens aussi qui voulaient transformer ce cours-là en long métrage, sauf que c'était justement quand Gravity commençait à sortir, etc., quoi. Donc du coup, en fait, très rapidement, c'est redescendu. Mais j'avais trouvé un agent chez WME, du coup, aux États-Unis à l'époque, qui avait commencé à m'envoyer des scripts US, et qui n'étaient pas très bons, en toute honnêteté. Mais après, c'était pour avoir discuté avec lui, il m'a fait une réponse et un retour très honnête là-dessus. C'était si les scripts étaient bons, en fait, j'étais pas dessus. Et si les scripts étaient mauvais, c'était pour moi, mais on savait pertinemment que ça allait pas me coller parce que voilà, les films allaient sans doute pas se faire, de quoi qu'il arrive. Donc disons que c'était trop tôt, mais c'était à une époque où justement ils allaient repérer dès le court-métrage. Ça se fait de moins en moins maintenant. Enfin si, ça se fait encore, mais il y avait vraiment une espèce de boom à l'époque sur des courts-métrages un peu spectaculaires qu'on allait repérer, et on leur refilait des projets, mais en fait il y a très peu de ces projets qui ont vu le jour, en fait. Et je faisais partie justement de ces personnes-là et de cette vague-là, quoi. Donc finalement, fausse piste alors. Fausse piste pour commencer, mais ça m'a permis de trouver aussi un agent en France, avec qui je suis toujours et qui m'a beaucoup aidé depuis, qui s'appelle Christelle Grosonbacher, chez ASLan. Et que dire d'autre? Surtout, en fait, ça a permis d'avoir beaucoup de personnes intéressées, de dire, bon, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a des longs métrages en projet, etc., Ouais. etc., quoi. Du coup, il y a eu, c'est là où intervient Sonata, donc mon premier long. À la base, ça devait être un court-métrage. Donc c'était un projet que mon co-auteur, co-scénariste Arthur Morin, avec qui j'écrivais depuis quelques temps et que je connaissais aussi pareil de l'ESRAC, on est tous une bande de potes un peu soudés de cette école-là, qui était venu me voir en disant qu'il avait une idée de court-métrage, qu'il avait très envie d'écrire pour moi en tant que réalisateur. C'est-à-dire que lui, il n'a aucune envie de réaliser en fait de son côté, il avait vraiment envie d'écrire. On avait commencé à écrire des projets de longs ensemble, notamment un film d'SF, mais qui était un peu trop cher et ambitieux, on va dire, après Entity. En tout cas pour un premier long. Et justement, c'était un projet, ça je l'ai pas dit, mais c'est un projet que j'avais commencé à démarcher pas mal, juste après le cours, mais où tout le monde disait c'est super, mais pour un premier long métrage c'est trop cher, trop ambitieux, personne ne vous financera ce projet-là en question, quoi. Quand Faites tu dis plutôt trop cher, juste c'est budgétisé à c'est combien? Ça dépend comment tu le fais, mais c'est un film qui est au moins 5 millions. Donc c'est un film qui est toujours en projet d'ailleurs, qui est revenu, qui est ressorti des tiroirs, mais qui disons, tout le monde, y compris l'agent américain, m'avait dit c'est un film trop cher et trop ambitieux pour un premier long métrage, il faut que tu fasses un film plus petit d'abord, puis ensuite on pourra rediscuter de ce projet-là. Et c'était un des meilleurs conseils qu'on m'ait jamais filé d'ailleurs. Et du coup, en fait, Arthur était venu me voir en disant voilà, j'ai une idée de court métrage que j'aimerais que tu fasses et que j'aimerais écrire pour toi. À l'époque, ça s'appelait Rose.
Ça s'appelait pas du tout The Sonata, et c'était pareil, une sorte de thriller gothique, mais où il était question d'une jeune femme qui est violoniste, qui apprend le décès de son père, qu'elle n'a jamais connu, etc., mais qui lui lègue un grand manoir, et dans ce manoir, en fait, elle va non pas y découvrir une partition, mais un enfant difforme et monstrueux qui vit dans une cave, sous la maison, etc., enchaîné par une chaîne, en fait, tout simplement, et qui a un comportement ultra agressif et flippant, mais sauf que dès lors qu'elle se met à jouer du violon, le gamin est apaisé, et puis se noue une espèce de relation étrange entre les deux, quoi. Donc moi, je trouvais ça super chouette et intéressant, mais j'avais eu envie depuis très longtemps de faire un film fantastique qui parle vraiment de musique, et pas juste du rapport qu'on a nous avec la musique, mais de musique vraiment en tant qu'objet, quoi. Enfin, en tant qu'objet, en tant que médium, je sais pas comment dire, en tant qu'art, on va dire. Du coup, on a creusé, on a discuté, puis on a commencé à se dire, plutôt que de trouver justement ce gamin difforme, est-ce qu'elle trouverait pas plutôt une partition comme la dernière œuvre limite inachevée de son père, etc., qui autrefois était compositeur. Et c'est de là qu'on a commencé à réfléchir et à pondre un scénario ce qui faisait 15-20 pages, je crois, à l'époque, du cours, qui s'appelait juste, je crois que le premier titre qu'on avait, c'était La Sonate des Ombres. Donc c'était titre très franchouillard, un peu nanar presque, etc. Mais que j'avais proposé du coup à mon producteur d'Antity, Laurent Fumeron, et qui lui me disait c'est super, j'adore, mais concrètement moi ça m'intéresse beaucoup moins, parce que là on est en train de monter une structure de long métrage en ce moment, et j'ai plus d'options pour produire du long que du court, en fait. Est-ce que ça vous intéresse d'en faire un long métrage? Donc, évidemment, saute sur l'occasion, bah oui. Ah bah non, Et donc surtout la question c'est est-ce qu'il y a moyen d'en faire un long? Oui, évidemment. Donc on a beaucoup réfléchi, beaucoup discuté avec lui, on a échangé sur plusieurs versions du synopsis, des traitements différents, etc. Et on s'est mis à écrire, à développer avec eux. Donc sa structure s'appelait The Project, enfin s'appelle toujours d'ailleurs. Donc c'est une boîte de production qui a pour vocation de produire des longs métrages à l'international, en langue anglaise, mais pas que, de genre beaucoup, mais pas que, et qui passe pas forcément par le circuit franco-français du CNC, les aides régionales, les chaînes de télé, etc. Même s'ils peuvent le faire si c'est un film français ou autre, quoi. Mais ils se sont associés avec plusieurs anciens distributeurs, vendeurs et prod, dont des Russes notamment. Enfin, un Russe en particulier qui s'appelle Daniel Goroshko, qui était producteur sur un des films de Quentin Dupieux, Wrong Cops, et qui était aussi rattaché à une grosse boîte en Russie qui s'appelle CTB Film, qui est d'ailleurs coprod sur Sonata, qui a produit... En fait, les Russes, c'est très particulier, ils produisent énormément de longs, mais pour leur territoire, pour leur marché, et ça ne sort pas. Enfin, ça ne sort pas chez nous, en tout cas, ou très peu. C'est vraiment des films qu'ils font en interne, et qu'ils gardent pour eux, qu'on voit même pas en Europe, en fait, ou pas, en festival, pas dans le monde, je veux dire, au moins... Si, il y a des ventes en festival, mais c'est des films qui sont tournés en langue russe, pour les Russes, qui sont calibrés pour le marché russe, en fait. D'accord. Et eux, en fait, justement, cette boîte-là avait une envie de s'ouvrir un peu plus à l'international, et de commencer à tourner des films, pas que en langue russe, mais en langue anglaise, pour s'ouvrir un petit peu à tout ça, quoi. Enfin, au reste du monde. Du coup, ce projet-là était intéressant pour eux. Mais ça, je vais peut-être un peu vite, du coup. Ouais, complètement. J'ai une question, moi. Donc, tu fais partie du collectif de la Squadra. Ouais. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, c'est... moi, là-bas, j'avais rencontré Sébastien Drouin, qui a réalisé un court-métrage qui s'appelle Pièces détachées. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est très bon, d'ailleurs. Il y a une dizaine d'années, maintenant, quasiment. Et qui, lui, m'avait parlé de ce collectif. À la base, je ne le connaissais pas. Et c'est un collectif de... Maintenant, on est 9. Et tous, on va dire, plus ou moins orientés vers le genre, mais au sens large. Et c'est un collectif d'auteurs-réalisateurs, en fait, où déjà on s'entraide entre nous, on se fait lire nos scénarios, nos projets, etc. Mais le but, c'est... Enfin, la règle d'admission dans ce collectif à la base, c'était des personnes donc, sensibles au cinéma de genre et qui ont fait un court-métrage qui sont en train de passer au long. Et qui ont pour vocation, en tout cas, de transiter, de passer vers le long-métrage, etc. Donc c'est à la fois un collectif pour comprendre des choses sur le milieu du cinéma français, et pas que, et d'entraide, du coup, entre nous. Et une fois par mois, en fait, on organise des ateliers pour inviter un réalisateur ou un auteur ou un comédien ou un compositeur pour parler, échanger avec eux sur leur métier, comme vous faites là, avec le podcast, dans le but d'apprendre, tout simplement. Et toi, tu... Pardon, vas-y, je te coupe un peu. Non, pas de souci. Tu as développé en fait le cours vers le long pour The Sonata avec
la Squadra ou Pas du c'était tout. complètement à part? Non, pas du tout, complètement à part. Et c'est non, c'est vraiment juste avec Arthur en tant que co-auteur et les producteurs qui étaient là pour driver le développement et l'écriture vraiment du script. Et ça, c'était ça, on parle de ça. On était en train de travailler on a commencé à écrire le script en 2015, de long. Voilà. Et moi, j'étais arrivé à la Squadra. Justement, c'était cette période-là, c'était 2014-2015. Et non, c'est le seul apport qu'il y a eu de la Squadra là-dessus, c'était que je l'ai fait lire à plusieurs personnes, dont Mathieu Delosier et Jimmy Bémont qui ont coécrit Dans la brume plus récemment, Sébastien Drouin donc, et Coralie Farja aussi, et qui a fait Revenge. Et en gros, ils m'ont tous fait des retours divers et variés sur le scénario, tantôt pertinente, tantôt moins. Après, c'est moi qui me faisais mon marché dedans. C'est un peu notre règle à nous, c'est qu'on on prend ce qu'il y a à apprendre. Et on n'est pas forcé d'écouter ce que nous disent tout le monde. Mais il n'y a pas eu de coécriture, on va dire, avec ce collectif-là. Voilà. D'accord. Bon, ils t'ont servi, on va dire, juste de faire. C'est plus des regards bienveillants, des ouais. retours, etc. Ouais. Et des conseils sur des choses à droite à gauche, sur des choix parfois des choix, enfin pas dans mon cas, mais parfois on peut se conseiller sur des choix de casting. Ça peut être aussi sur des conseils d'approche de mise en scène. Ou, voilà. D'accord. Alors moi, je voulais juste faire un petit retour en arrière, parce que c'est vrai que ça allait très très vite au tout début. Généralement, on la pose à tout le monde. C'était quoi tes inspirations ciné quand tu étais enfant Ah, gamin. Enfin, enfant, et puis Ouais. jusqu'à ce que tu deviennes adulte. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cinéma? Moi, je suis cinéphile depuis tout petit. J'ai toujours eu enfin, depuis mes 8 ans, j'ai envie de réaliser des films, mais vraiment réaliser et pas autre chose. Je pense qu'un des trucs vraiment importants là-dedans, c'est mon père qui est très cinéphile aussi et qui, à une époque, pendant les années 80, était journaliste et rédac chef pendant 2 ans dans un magazine anglais qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, qui s'appelait Eyepiece, et qui était en gros l'équivalent à l'époque du British Cinematographer. Donc aujourd'hui qui existe encore, mais qui était un magazine vraiment technique, orienté chef-op, cadreur, caméra, etc. Donc lui qui baignait, on va dire, quand j'étais tout petit, hein, dans tout ce qui était technique et l'envers du décor, sans pour autant rencontrer les stars et les célébrités, etc. Mais qui du coup, je pense, m'a pointé du doigt et m'a montré, on va dire, tout ce qui pouvait se passer derrière une caméra, en me montrant des films, en m'expliquant comment ça se passait, etc. Et qui, moi, m'a un peu transmis le virus, donné envie de baigner un peu, de plonger dans tout ça, quoi. En termes d'influence, c'est vraiment, moi je suis né en 87, donc du coup c'est les films de Spielberg et de Tim Burton quand t'es tout petit, les Disney. Après, évidemment, ça change plus tard, c'est les films de Kubrick, de Ridley Scott, il y a plein de choses différentes, mais toujours avec un penchant plus pour le cinéma de genre que... Enfin, non, si vraiment j'aime le cinéma au sens très très large, donc vraiment, j'aime regarder les comédies romantiques, tout comme j'adore les films d'horreur, tout comme j'adore les films historiques, mais personnellement, ce qui m'a toujours le plus emballé, c'est les cinémas très visuels, on va dire, qui se prêtent à des univers très... au choix baroque ou visuel, on va dire, ouais. Est-ce qu'il y a des auteurs, enfin des réalisateurs français que tu aimes bien quand même? T'arrives à t'y retrouver un peu dans ce pays? Ouais. Vivant en activité, ouais, il y en a pas mal. Après, il y en a beaucoup qui travaillent peu ou de moins en moins. Enfin, j'adorais en tout cas, enfin, surtout les premiers films de Jeunet Caro. Yann Kounen aussi, j'adore ce qu'il fait. Christophe Gans, il y a plein de cinéastes, on va dire, récents de genre comme ça que j'aime beaucoup. Après, dans les plus anciens, je suis un grand fan de Clouzot, je suis un grand fan de Melville. Renoir aussi, je suis pas un grand fan de Renoir, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait à une certaine époque de cinéma, etc. Moi non, j'aime vraiment le cinéma français, mais tout ce qui est nouvelle vague, ça m'a jamais vraiment parlé, j'ai toujours trouvé ça trop froid et trop intello, même si je reconnais l'importance de tous ces cinéastes-là à une certaine époque. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, là, si on devait dans ce qui parmi les nouveaux, ouais, oui, on va dire ça comme ça. Ouais. Je sais pas. Non, je réfléchis. Non, j'aime beaucoup Audiard, j'aime beaucoup. Non, après des gens de ma génération, j'aime beaucoup ce que fait justement Coralie Farja, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien Samuel Baudin aussi, avec qui je suis très pote et qui j'aime beaucoup son travail aussi. On revient sur Sonata. Là, on s'est arrêté au moment où tu voulais le développer en long. Tu peux nous expliquer un petit peu donc comment s'est passée l'écriture à ce moment-là?
Comme je disais, en fait, on est vraiment passé par plusieurs phases. Donc, il y a eu une longue phase d'écriture de synopsis détaillés, de traitement, qui était vraiment de déterminer vraiment l'histoire de A à Z avec la structure, les différents actes, les différentes scènes, etc. On a fait 2 bonnes années d'écriture. Les financements étaient très longs Ah ouais, si, il y a un truc que j'oublie aussi, c'est qu'à la base, le film était envisagé en français au tout début. On avait même envisagé de se dire on va tourner avec une région comme en Bretagne par exemple et tourner avec des comédiens ou comédiennes français pour le rôle principal, etc. Mais très vite, on s'est aperçu que le sujet, c'était trop genre de manière générale. Et puis accessoirement, c'est un problème qu'on a eu un peu tout au long d'ailleurs, mais pour lequel on s'est vraiment battu à défendre. C'était le fait que le film a un peu le cul entre deux chaises, entre deux genres différents, à savoir le thriller gothique d'un côté, le film d'horreur de l'autre, et que on va dire, il n'y a pas de genre clairement identifiable pour pouvoir vendre le film et le cibler auprès d'un public précis, quoi. Donc ça a été très difficile. Je pense que c'est un film qui serait financé très rapidement il y a 15 ans, ou 20 ans, on va dire, fin des années 90, début du 2000, mais là, à partir de 2010-2015, c'était beaucoup plus compliqué, quoi. Surtout en français. Du coup, très rapidement, le choix de la langue anglaise s'est imposé pour le financer à l'international, on va dire. Voilà. Et ça, c'était avant que vous ayez CTB avec vous C'était avant CTB, ouais. C'était avant CTB, mais par la suite, très rapidement, donc du coup, le plan d'attaque, c'était de le faire en langue anglaise, tournage dans un pays de l'Est. Et en l'occurrence, nous, on est parti en Lettonie, pour pouvoir prétendre, en tout cas, au crédit d'impôt local. Tout est beaucoup moins cher aussi là-bas, voire 3 à 4 fois moins cher. Donc tu ressors gagnant en termes de production value, etc. CTB qui avait mis un minimum garanti sur le film, le vendeur international Harry Media en Allemagne à Munich qui a aussi mis un minimum garanti, qui était vendeur du coup par la suite Inter, et le reste du coup qui était apporté par le crédit d'impôt, pardon. Voilà. Est-ce que CTB, quand ils sont arrivés, le scénario il était abouti quasiment, c'est ça? À quel moment ils sont arrivés? Eux tous, enfin tous les partenaires là dont je parle, ils sont tous arrivés quand on avait loqué le scénario et qu'on était loqué. Loqué, voilà, c'est ma question. Est-ce qu'ils sont arrivés en disant voilà, est-ce qu'on peut modifier ci, ça? Alors eux non, CTB ils n'ont pas eu trop de remarques là-dessus. Honnêtement, les partenaires financiers non, pour eux c'est un projet qui faisait sens pour eux par rapport au budget, ce qu'on proposait, etc., la faisabilité. Après c'était plus de muscler certaines choses, parfois même pour pouvoir prétendre à un minimum de cast aussi. C'est-à-dire muscler? C'est-à-dire de retravailler certains dialogues, retravailler certains personnages pour que justement ça puisse attirer un certain casting pour pouvoir ensuite monter le film financièrement. Mais ça, c'était arrivé, j'ai envie de dire, presque avant que les partenaires financiers se grappent dessus. Mais concrètement, les dernières modifs de scénario étaient faites au moment du tournage, quoi. Donc du coup, c'est un truc qui a toujours constamment évolué, quoi. Dans la recherche de financement, c'était envisagé peut-être d'avoir une aide, comme je sais qu'il y a un programme média pour les coproductions européennes. Oui. Je ne sais pas si ça avait été envisagé par... On avait envisagé Eurimage, Eurimage qui, pour lequel tu peux prétendre jusqu'à 400 000 €, je crois, c'est une assez grosse somme, qu'on n'a pas eu au final. On avait demandé pendant le tournage et on comptait beaucoup dessus, on l'a pas eu. Malheureusement, mais on s'en est quand même sorti. Et c'est-à-dire que voilà, on l'aurait eu, on aurait eu un budget plus confortable et plus de jours de tournage sans doute. Et la post-prod était déjà pris en compte par Harry Media, vu que Harry, à la base, c'est du matériel technique, c'est des caméras, etc. Donc, eux, ils ont assuré tout ce qui était mixage son, étalonnage et une partie des effets spéciaux. Voilà. On se posait la question justement. Ouais. Et pourquoi tu les as pas eu alors cette aide? Pourquoi tu l'as pas eu d'Eurimage? Ils t'ont dit? Alors je crois que c'est un système de points et on l'a pas eu. Et je sais plus le retour qu'ils ont fait au prod, mais je sais plus pourquoi. Parce qu'un autre projet a plus de points que nous. C'est vraiment en fonction de... C'est vrai qu'on avait tout pour l'avoir aussi. Encore une fois, c'est très bizarre. Hein. C'est comme pour l'aide aux nouvelles technologies pour Entity. Tout était là pourtant. Parce qu'on tourne dans un pays, en l'occurrence la Lettonie, dans l'Est, avec plusieurs pays européens. Je pense qu'il faut avoir 4 pays. Enfin, je sais pas, c'était le cas en fait, parce c'était une coprode entre l'Angleterre, la France, la Russie, la Lettonie et l'Allemagne. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on ne l'ait pas, mais je pense qu'en fait, le projet, tout simplement, avait moins de points qu'un autre. Enfin, je sais plus. On l'a pas eu. Oui,
Et Harry Media, alors du coup, oui, voilà, tu voulais nous parler d'Harry Media, tu peux nous en parler un peu plus? Alors moi, je ne savais pas qu'ils avaient un département VFX, je découvre. Mais moi non plus. À la base, pour moi, Harry, c'était vraiment juste des caméras et des point, lumières. Ouais. Et des lumières. Exactement. Et en fait, il s'avère que non, ils ont en fait c'est Bavaria Film à Munich. En fait, ils ont des studios, ils ont des studios de tournage, ils ont des locaux post-prod avec de quoi faire des VFX, de la 3D, de l'animation, de l'étalonnage, et ils ont des audis Atmos 7.1, etc. Donc le film a été mixé en Atmos et en 7.1 grâce à justement le partenariat avec Harry, quoi. Donc eux sont arrivés avec un minimum garanti plus en fait un apport en industrie de par en fait leur matériel, etc. Techno, ouais. Voilà. Comment tu as abordé les SFX avec eux en fait Avec difficulté. Parce que j'imagine que ça a commencé dès la pré-production, quoi. Donc pour les VFX, alors les VFX ils étaient faits à la fois par Imagineworks, donc la boîte de mon producteur Laurent Fumeron, et par Harry Media. Donc Harry Media s'est juste chargé de la bête finale, l'apparition démoniaque, et tout le reste des VFX c'était Imagineworks. La seule chose qu'on leur a fourni en amont, hormis des discussions par Skype, par téléphone, etc., pour parler de ce qui était possible, pas possible, le mélange ou pas de live, de 3D, etc., c'était, je leur ai fourni des storyboards que j'avais fait, avec un storyboarder qui s'appelle Eric Gandois, qui est très bon, de cette scène finale, cette fameuse scène, et des concept art aussi. J'avais fait faire des concept art par un concept artiste qui s'appelle Alex Thuy, qui est aussi très doué pour tout ce qui est bestioles, créatures, etc. Et on avait pas mal bossé avec Alex là-dessus, et en fait avec tout ça on a discuté, ils nous ont envoyé aussi des designs à eux qu'ils ont fait en modélisé un petit peu en 3D, etc. Et on a vraiment finalisé tout ça lors de la post-prod, en fait. Voilà. Et tu as dit que c'était compliqué parce que... En toute honnêteté, moi je suis pas du tout satisfait du résultat final, mais je pense que c'est aussi relié au fait que ils ont pas beaucoup l'expérience de VFX là-bas, justement. On a peut-être un peu trop fait confiance par rapport à ça, sachant que c'est des effets qui sont quand même assez complexes à faire, etc. Et des générateurs de particules, de fumée et compagnie. Enfin, c'est pas toujours évident pour des petites structures. Et c'est aussi, je pense, intrinsèquement lié au fait que notre budget était très limité, au final. Donc, on pouvait pas prétendre à aller voir une grosse boîte de VFX pour le faire in fine, quoi. Bon, on essaiera d'en reparler éventuellement s'il y a d'autres choses à dire pour la partie post-prod. On disait donc premier film de genre, donc en plus à mi-chemin enfin entre deux genres, donc c'est pas clairement identifié, avec des comédiens donc pas trop connus, donc réalisateur inconnu. Donc le seul casting finalement c'est Rutger Hauer qui est pas très présent. Et comment ça se passe avec les distributeurs pour vendre le film? Comment vous avez abordé la chose? Avec difficulté, ça c'était une phase qui était très longue, c'est la phase de casting. Parce que du coup, effectivement, alors on avait embauché une directrice de casting qui s'appelle Gail Stevens, une directrice de casting anglaise qui a bossé sur plein de gros films anglais, notamment tous les Danny Boyle, parce qu'elle était mariée avec Danny Boyle à une époque, elle avait fait tous ses films. Donc elle connaissait la terre entière en fait. Donc voilà. Elle nous avait mis en contact avec plusieurs agents, de plusieurs comédiens de sa part. Donc elle nous a ouvert beaucoup de portes en fait pour pouvoir rencontrer ces personnes-là. Sauf que je pense qu'il y a eu le film était trop petit, c'était un premier film, pas beaucoup de budget, pas beaucoup de moyens pour payer des grosses stars, etc. Ou bien star pas dispo, ou bien agent ou manager qui faisait barrage. Donc très compliqué pour avoir des comédiens ou comédiennes, on va dire bankable, aux yeux de l'industrie aujourd'hui, quoi. Donc il y avait des mecs, parfois on parlait d'Ewan McGregor, et les financiers nous disaient non mais has-been, on s'en fout. Alors que bon, dans notre tête c'est Ewan McGregor, non, comment ça, enfin super Ewan McGregor. Enfin bref, il y a eu plein de trucs différents. J'avais un acteur attaché qui s'appelle Jason Fleming aussi, qui était rattaché pour jouer le rôle de Charles, qui est finalement fait par Simon Abkarian, mais qui lui, pour des raisons de planning, il devait jouer dans une série de Fincher qui s'est tournée en pilote, mais pas qu'ils n'ont pas poursuivi par la suite. Et du coup, il était booké pendant je sais pas combien de temps. Bref, on est passé par vraiment des montagnes russes côté casting. On a failli avoir Gabriel Byrne aussi, plein de comédiens, comédiennes, mais au final qui nous ont fait perdre, enfin pas tellement eux, mais plus leur agent en fait, qui nous ont fait perdre beaucoup de temps à attendre. Et surtout qu'en Angleterre, tu peux pas demander à 5 comédiens en même temps, il faut que tu fasses un par un. Et si tu dois attendre la réponse un par un, sinon ça se sait, du coup en fait ça emmêle les pinceaux et ça peut mettre des bâtons dans les roues, quoi. Donc
phase de casting très longue et très fastidieuse, jusqu'à ce que on a eu un premier retour positif donc de Rutger Hauer pour le rôle de Richard Marlowe. Donc ça, pareil, il y avait une liste de comédiens potentiels, dont David Bowie d'ailleurs, qui est mort. Ouais. Mais Rutger, c'était le premier à dire oui tout de suite, son manager ok sur les conditions, etc. Et ça, mine de rien, c'est bête, mais ça a débloqué un truc, je pense, dans la tête des gens, de se dire ah ok, il y a Rutger Hauer qui va jouer dedans, donc du coup la machine est lancée, quoi. C'est ma question, ça d'ailleurs, d'essayer de Ça, trouver ça a quelqu'un. ça a eu un mini impact. Et c'est-à-dire que ça a permis de trouver Freya Tingley, de convaincre l'agent de Freya Tingley notamment de se dire ok, c'est une affaire qui roule parce qu'ils font le film avec Rutger Hauer, etc. Elle, c'est pas une grosse star, mais elle avait joué dans une série qui s'appelle Hemlock Grove sur Netflix, c'est les séries de Eli Roth, et aussi dans Once Upon a Time qui avait cartonné auprès des jeunes, etc. Donc elle avait quand même sa petite notoriété, son petit fan club qui ont permis à des financiers, des producteurs de se dire ok, d'accord, ça a commencé à devenir intéressant, tout ça. Et à partir de là, en fait, tout s'est mis en branle et s'est accéléré, en fait. C'est vraiment à partir du moment où on a eu ces deux oui, en fait, de ces deux comédiens, que les choses se sont accélérées côté financement et montage financier, quoi. Et donc, du coup, Simon Abkarian, il est arrivé. Oui, combien de alors temps lui, il est après arrivé tardivement et Est-ce que tu avais pressenti d'autres personnes avant, c'est ça? on avait évoqué plein de noms différents. On avait Oui. parlé enfin, parce qu'en fait, au bout d'un moment, mon producteur m'a dit est-ce qu'on pourrait pas imaginer que le personnage est français ou d'origine française, histoire de pas se limiter que à des comédiens anglo-saxons ou américains. Et du coup, je me suis dit oui, effectivement, pourquoi pas. Enfin, à partir du moment où il parle bien anglais, où il est bilingue, etc. Et on avait parlé de mecs comme Vincent Cassel, de Mathieu Amalric, etc., etc. Et puis en fait, j'en avais parlé avec mon agent, avec qui j'avais signé à l'époque, qui m'avait dit est-ce que tu as pensé à Simon Abkarian? Et moi, j'avais pas du tout pensé à Simon Abkarian, et pourtant c'est un acteur que j'aime beaucoup, que j'avais vu dans plein de films jusque-là et que j'adore vraiment. Et je disais, mais c'est vrai que oui, effectivement, il parle anglais, c'est un très très bon acteur, j'aime beaucoup, et pourquoi pas en fait. Et elle m'a dit, écoute, je le représente, est-ce que ça te dirait de le rencontrer au moins pour discuter avec lui? Hmm. Je lui ai dit, carrément. Donc on s'est rencontrés, j'avais un peu peur que le projet l'emballe pas des masses ou que c'est quelqu'un qui m'impressionnait un petit peu à la base. Et en fait, on a eu un super bon feeling dès le premier rendez-vous, premier café ensemble, et gros coup de cœur amical et professionnel, et c'était une évidence en fait à partir du moment où on avait échangé pendant 2 heures sur le personnage et le film, c'était lui et personne d'autre, quoi. Ouais. Donc non, c'est ouais. Ça c'était arrivé tard. C'était arrivé tard et c'est pareil, il a failli y avoir des problèmes de planning aussi, mais au final les choses se sont imbriquées comme il fallait, quoi. Tu as rencontré Rutger avant? Ou est-ce que tout s'est fait par Alors, Skype ou je ne sais quoi? Rutger, la première fois que je lui ai parlé, c'était par Skype pendant la prépa du film. Donc vraiment lorsqu'on était en Lettonie et qu'on allait tourner dans 3 semaines, quoi. Ah ouais, tu l'avais même pas. Donc tu je l'avais n'avais pas encore rencontré. parlé, à chaque Ouais. fois je demandais au manager, il disait ah ben, il est occupé, il est en tournage en ce moment et tout machin. Alors il avait des problèmes de mémoire. Donc ça je le savais que j'avais parlé avec Yann Kounen, que je connaissais un peu, qui avait tourné avec lui dans Le Vol des Cigognes. D'accord. Et je crois que c'est Le Vol des Cigognes, l'adaptation de Granger, une série qu'il avait fait, dans lequel joue Rutger Hauer, un petit rôle. Je savais qu'il avait tourné ce truc-là avec lui, j'avais demandé comment ça s'est passé avec lui. Et il m'avait dit attention, c'est un super mec, super comédien, etc. Mais il va te proposer plein de trucs, donc fais gaffe, n'ouvre pas la boîte de Pandore, quoi. Et il avait raison. Mais pour une bonne raison, c'est qu'en fait, quand il s'investit dans un rôle, déjà, il m'a prévenu tout de suite, je vais tout réécrire. Je vais réécrire tout mon texte par rapport. Il a dit, je le prends pas pour toi, je le fais dans tous mes rôles, tous mes films. C'est vraiment juste pour pouvoir me l'approprier, et puis tu me dis si ça te convient ou pas, quoi. Donc on a eu une phase d'échange comme ça par Skype, etc., pour parler vraiment de ce qu'il devait faire ou dire, etc. Et on a même tourné au final des plans supplémentaires, notamment dans Cauchemar, qui n'étaient pas prévus à la base, et qui se sont greffés, qui se sont rajoutés, parce qu'on en échangeant avec lui sur ce qui était possible ou pas, quoi. Donc finalement, la stratégie de la communication, c'est. En fait, pardon, je sais, peut-être que moi aussi j'ai trop de mémoire, mais je sais pas si on y a vraiment répondu. Sur la manière de communiquer sur le film. Du coup, vous êtes appuyé sur le casting, c'est ça en gros, si je résume, pour essayer de le vendre un peu mieux. Ouais, il y avait ça. C'est effectivement, comme je disais, c'était un film compliqué à monter, notamment parce que moi, c'était mon premier film en tant que réalisateur, mon premier long. C'était le premier vrai long que produisait la société The Project. Ouais. Ils avaient déjà fait un long qui s'appelait Elementary, où ils étaient coproducteurs minoritaires, je crois, dessus. Donc ça c'était le premier projet qui menait à bien de A à Z, vraiment. Donc je pense aussi, c'est juste en termes de légitimité, de la manière dont tu es perçu dans ce métier, c'est eux comme moi avaient du mal à trouver notre place à ce moment-là, donc d'où le temps aussi que ça a mis. Maintenant pour eux ça va beaucoup mieux, là ils ont fait 4 longs métrages et ils sont sur le 5e et on a d'autres projets ensemble, donc mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment ce truc
Est-ce qu'on te prend au sérieux ou pas, vu ton âge, vu ton expérience, etc., etc. Et ça peut être très problématique. Enfin, en tout cas, ça peut faire que les choses se passent beaucoup lentement qu'on l'espère. Vous avez mis combien de temps pour rassembler les fonds et le budget finalement? Sur quelle période ça a pris? Le film est parti en financement vraiment quand on avait une version de scénario potable, donc je pense à partir de 2016, je pense. Le film était tourné en fin 2017 et on a commencé c'était financement depuis 2015, fin 2015. Et on a financé le film, le film était encore en financement quand on était en prépa, quoi. Donc du coup, on a vraiment bouclé tout ça lors de la prépa du film. Et du coup, avec ce que vous aviez pu réunir, tu avais déjà fait des concessions par Oui. rapport à ce que tu voulais faire? À la base, le film était budgétisé à 2,5 millions. Et au final, on a eu 1,5 million. Ce qui est, on va dire, honnête pour un petit premier long, etc., qui est cool, mais qui en gros posait problème par rapport au script écrit. Et on a dû couper en fait pas mal de choses, dont toute une section en fait qui impliquait des gosses dans le village français à côté duquel se trouve le manoir, et qui sont tous comme des espèces de gamins un peu silencieux façon les révoltés de l'an 2000 ou trucs comme ça, enfin qui vont suivre cette fille pendant qu'elle est dans le village, et tu vas découvrir des choses par eux. Il y en a un, c'est le grand frère d'un des gamins qui a disparu, etc. Enfin, il y avait toute une intrigue en tout cas avec des gosses qui a été coupée parce que du coup en fait elle n'était pas vitale au récit, au bon avancement de l'histoire, mais ça prenait plusieurs jours de tournage et des castings Et un casting, d'enfants, etc. Voilà, ça nous bouffait du temps et de l'argent, quoi. Sinon, par contre, par rapport aux moyens qu'on avait, c'est d'un point de vue purement technique et en termes de tournage, j'ai eu vraiment tout ce dont j'avais besoin. Et pour ça, j'en suis infiniment heureux et content. Enfin, en tout cas, d'un point de vue tournage, j'ai eu une Technocrane, j'ai eu du Steadicam, j'ai eu tous les jouets que je voulais, en gros. Donc c'était super. Et ça, c'était un des trucs aussi auxquels je tenais. C'était j'étais prêt à faire des concessions sur le scénario, mais pas sur ma mise en scène. Et au final, je suis content qu'on se soit battu pour les bonnes choses et de mettre l'argent là où il fallait, en tout cas. Et finalement, qu'est-ce qui aura coûté le plus cher finalement dessus? Je pense que c'est peut-être les effets spéciaux, non? Non, parce que finalement, les effets spéciaux étaient pris en compte dans l'apport à l'industrie en fait des différentes boîtes. Ce qui a coûté le plus cher, je pense que c'est le temps de tournage et vraiment, je pense, la déco aussi. La déco, c'était vraiment cher parce que en fait, mine de rien, on avait tourné donc en Lettonie dans des décors naturels essentiellement. Il y a ce fameux manoir dans lequel on a tourné, donc ça c'était on a tourné pendant 3 semaines dans ce décor-là. Donc, ce qui est pratique parce que tu réunis tout dans un seul et même décor pendant 3 semaines. Il n'y a pas besoin d'aller à droite à gauche, tu perds pas du temps à tout installer, etc. Mais le manoir, quand bien même il est impressionnant, il est beau, etc., il y avait beaucoup de choses à l'intérieur qui sont juste des salles vides et qui ne ressemblent absolument pas à ce que vous voyez dans le film, en fait. C'est-à-dire que tout le passage, par exemple, la salle de bain que vous voyez où elle prend son bain, etc., ça n'existe pas. C'était juste un bureau, donc un bureau blanc et vide, sans rien. Idem, le couloir à côté, c'était un couloir blanc avec un néon au plafond et qui mène au bureau, etc. Le petit bureau qu'elle trouve, il ressemble absolument pas à ça. Pareil, c'est un bureau blanc. Donc en fait, il y avait une équipe déco qui a fait un travail phénoménal. Équipe Letton, toute l'équipe là-bas d'ailleurs était locale. Ils ont fait un travail phénoménal de déco, d'accessoirisation, vraiment pour tout recréer en fait tel qu'on avait discuté en amont lors de la prépa, quoi. La prépa d'ailleurs était plus intense presque que le tournage, je trouve, parce qu'il y a eu tellement de discussions, tellement de réunions, tellement de repérages, de prépa, etc., que c'était assez usant. C'était des grosses journées de prépa, beaucoup de repérages, beaucoup de discussions techniques et beaucoup de discussions sur quel accessoire, quel décor, etc., etc. Et c'était super intéressant, mais usant. Mais ouais. Est-ce que tu t'es bridé à l'écriture quand parce que là finalement vous êtes dans un lieu assez un périmètre du manoir assez restreint finalement. Ouais. Est-ce que quand tu écrivais, tu te disais bon, il faut quand même pas que je m'égare trop parce que ça va peut-être coûter trop cher? Oui et non. Après, on n'a jamais eu cette volonté il y a toujours eu cette volonté en tout cas de faire un film un peu de manoir hanté. Vraiment dans le côté thriller gothique comme on pouvait faire dans les années 80, 60, enfin non pas 80, les années 70 en Angleterre. Des films comme Changeling par exemple, de Peter Medak, ou Les Innocents de Jack Layton. C'était vraiment de faire partie de cette famille-là de films d'horreur, presque films de la Hammer, avec un seul décor, ou 2-3 décors en tout cas, et de tous faire se jouer avec les codes, les conventions du film de manoir hanté, quoi.
Donc les références, c'était des trucs comme The Others, L'Orphelinat, La Dame en Noir, des vieux films comme ceux que j'ai cités juste avant. Ouais. Mais vraiment, le but, c'était pas de faire... alors même si La 9e Porte, c'est une grosse influence, mais La 9e Porte, par exemple, c'est un film où ça voyage beaucoup. Ça part beaucoup dans plusieurs pays, etc., en Espagne, en France, etc. Quoi. Nous, c'était vraiment de rester dans un périmètre, on va dire, un peu fixe, comme tu dis. Une fois le budget bouclé et que tu sais que ça va se lancer, tu te dis quoi? Tu te dis, ça y est, enfin, je passe un cap ou est-ce que... Bah, Qu'est-ce honnêtement, qui se passe? avant le premier jour de tournage, je me disais tout peut s'écrouler. Ouais. Parce que du coup, je sais pas si c'est parce que je voulais pas y croire pour pas jinxer le truc, mais en tout cas, t'as clairement cette phase de ok, l'acteur va se casser la gueule et se casser une jambe, un des financiers va se retirer. D'ailleurs, on a eu un financier qui s'est retiré pendant le tournage. Donc ça, c'est aussi, je l'ai pas su d'ailleurs, mes producteurs m'avaient protégé de ce truc-là jusqu'à la fin du tournage. Ils m'ont dit, le dernier jour de tournage, ils m'ont dit, bon, on te l'a pas dit, mais il y a un financier qui s'est cassé pendant le film, donc on a dû se battre pour rattraper un petit peu les meubles. Et ils ont très bien géré d'ailleurs. Mais C'est-à-dire qu'ils en ont retrouvé un autre pour le remplacer? ils se sont démerdés pour faire des concessions à droite à gauche et pour trouver l'argent où il fallait, etc., pour faire en sorte que le film se fasse. D'accord. Et ça, je l'ai vraiment pas su pendant le tournage, sinon je pense que j'aurais pu faire un AVC sur place. Mais oui, effectivement, c'est juste le premier jour de tournage, j'étais comme un gosse dans un Toys R Us avec un sourire jusque-là et à me dire, ça y est, c'est bon, on y arrivait, quoi. Mais jusqu'à ce jour-là, tu flippes constamment. Pendant toute la prépa, tu te dis, ok, c'est bien parti, mais on sait jamais, ça peut partir en cacahuète, quoi. C'est sombre à la névrose, quoi. Mais il y a tellement d'histoires, en fait, comme ça, de films de tournage, je pense, où... après, bon, c'est des trucs plus gros, mais des trucs comme George Miller qui devait faire Justice League, et qui s'est arrêté pendant la prépa du film, et tous les décors ont été détruits, etc. Parce que, tout peut arriver, quoi. Le cauchemar. Tu avais fait du storyboard sur ton premier court-métrage, Entity, Oui. et visiblement, t'en as fait pour les séquences de fin, en fait, sur Sonata, mais est-ce que t'en as fait beaucoup pas plus, que, en fait? Ouais, mais c'est tout le film. J'ai découpé, alors pas storyboardé tout le film, mais presque tout le film. Donc tantôt avec mes petits dessins à moi, en mode croquis, etc., mais aussi avec le storyboarder Eric Gondois. Et ça, c'était un truc auquel je tenais dès le début et que j'avais imposé aussi avec la prod. C'était vraiment, il faut qu'il y a 10 séquences en particulier que je tiens à storyboarder avec un vrai storyboarder qui, en gros, en fait, lui, a redessiné au propre mes storyboards, en fait. C'est-à-dire que j'avais fait des premiers storyboards, mais qui ne ressemblaient pas à grand-chose, et que lui avait refait tout en proposant parfois des petites variantes de cadres, de plans, etc., quoi. Et ça, c'était non seulement par rapport au VFX, mais aussi parce que, tout simplement, moi, j'avais pas envie de foirer ces séquences-là en termes de mise en scène et de réal, quoi. Et aussi, surtout, de pouvoir arriver avec un plan d'attaque le jour J sur le tournage avec justement aussi une équipe technique qui soit totalement sur la même page que toi et qui sait exactement où tu vas et ce que tu veux, quoi. Et vraiment, ça a beaucoup aidé, je pense, en termes de gain de temps en tournage. D'accord. Et justement, alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a eu comme inspiration en termes d'image, aussi bien pour la photo, pour les références photos ou costumes ou Pour les costumes, j'avais travaillé avec un costumier qui s'appelle Roland Peterkops, je le prononce pas très bien parce que c'est un laiton, c'est un designer laiton là-bas, et donc, tous les costumes ont été faits main, enfin quasiment en tout cas. Lui, il avait fait un gros travail de recherche dans son coin tout seul, où il était parti un peu en sucette. À proposer des trucs très farfelus, très arty, presque du Jean-Paul Gaultier, des trucs très design en fait, mais qui ne collaient absolument pas à ce qu'on cherchait pour le film. Donc moi j'avais justement recentralisé tout ça en disant ok, c'est très beau, c'est très chouette, mais on va vraiment focaliser sur quelque chose de plus réaliste, de plus classique, mais en partant sur telle couleur sur tel personnage, tel matériau pour tel personnage, et c'est plus lui en fait qui par la suite m'envoyait des références de photographes, de films, de peintures, etc. Et l'idée en fait c'était d'avoir un stylisme qui puisse tant se prêter à aujourd'hui qu'aux années 70, qu'à une période autre, qui est ce côté un peu atemporel ou intemporel, on va dire, d'un point de vue visuel en tout cas. Qu'il n'y ait pas d'éléments qui jurent, c'est-à-dire que je voulais pas qu'on montre trop de téléphones portables ou trop d'ordinateurs portables, je voulais pas que ça soit trop ancré, genre ah oui, en fait on est en 2020, ou en 2019, ou en 2017 en l'occurrence qu'on a tourné, quoi.
Ça, c'est au niveau des costumes, du stylisme. Après, au niveau de la photo, il y a eu beaucoup de. Moi, j'avais fait beaucoup de mood board et de recherche visuelle tout ça dans mon coin. Avant de discuter avec le directeur photo, Yannis Iglitis, qui était un chef-op laiton. À la base, je voulais un chef-op français, mais parmi tous les chefs-op que j'avais rencontrés, soit les mecs n'étaient pas dispo, soit ils pouvaient pas, pour je sais plus quelles raisons, ou bien ça collait pas, ça matchait pas tout simplement. Et jusqu'à ce que, en fait, la Prodexé en Lettonie, t'as ce film, me propose en fait ce chef-op-là, qui est un très très bon chef-op laiton, donc là-bas, qui avait fait essentiellement de la pub avant de faire ce film-là. Il avait fait 2-3 longs métrages laitons, mais des petits films plutôt drama, gritty, trucs filmés en caméra épaule avec une lumière très crasseuse, blafarde, etc. Et lui, ça l'intéressait justement de faire quelque chose de beaucoup plus stylisé, plus cinématographique entre guillemets, et donc, du coup, il était hyper content de pouvoir bosser sur un projet comme ça, quoi. Donc on a parlé tant de tableaux, de tableaux de Rembrandt ou de Vermeer, etc. comme référence, que Darius Khondji, des chefs-op comme Khondji ou comme Roger Deakins aussi. Beaucoup de photos en clair-obscur. Moi j'avais comme envie de vraiment avoir quelque chose de chaud et de tamisé comme un cocon en fait pour toutes les scènes intérieures nuit. Quelque chose de très froid, très blafard, presque désaturé en fait pour les séquences extérieures de jour. Et idem en fait une lumière plutôt naturaliste on va dire pour les intérieurs jours, avec beaucoup de lumière de source qui viennent des fenêtres, des feux de cheminée, des bougies, etc. quoi. D'accord. Donc ça c'était beaucoup de discussions avec le chef-op et beaucoup de références et beaucoup d'échanges sur des films divers et variés. On a beaucoup parlé de Seven. Beaucoup de Darius Khondji du coup et de ces envies-là, mais bon, après c'est un film tourné en numérique donc qui a pas le même cachet on va dire que les films tournés par Khondji, mais en tout cas c'était une des références clairement quoi. Et le choix du scope, du format scope, c'était ce que tu voulais nécessairement ou... Oui, non, moi je m'étais posé la question s'il fallait le tourner en 16:9 ou en 85 au début par rapport au côté un peu plus intimiste, mais le scope s'est imposé naturellement par rapport au décor qu'on avait. Et qui était extrêmement. Enfin, le manoir en lui-même était très vaste, très grand, très aéré, etc. Et c'est un format moi que j'aime beaucoup en fait. Mais c'est pas de l'anamorphique, c'est du sphérique. Mais donc du coup en fait c'est croppé, c'est du faux. C'est des barres que vous scope, avez quoi, rajoutées exactement, pour ouais. retrouver le ratio. Je suis pas un fan d'anamorphique, mais j'adore le format scope. Par contre, voilà. D'accord. Pour les répètes, avec les répétitions avec les comédiens, comment ça s'est passé? Les répètes, j'ai réussi à avoir une semaine de répètes avec l'actrice principale Freya Tingley et Simon Abkarian. On avait pu faire beaucoup de lectures, d'échanges, de discussions sur les personnages, sur les scènes du film. En fait, la comédienne, on l'avait fait venir de Los Angeles parce qu'elle vivait là-bas, sur Paris, et on s'était enfermé dans un appartement avec elle et Simon Abkarian pendant 5 jours. Enfin, une petite semaine, on va dire. En tout cas, à tout lire, tout discuter, échanger, etc. En mode, si on veut changer les choses, c'est maintenant. C'est ici et pas sur le plateau, quoi. Du coup, ça c'était intéressant, mais je pense que c'est surtout intéressant pour les comédiens de se jauger, de se renifler, entre guillemets, pour s'apprivoiser et créer un peu des liens à ce moment-là pour qu'après ça roule davantage sur le plateau, quoi. Même moi, ça me permettait de voir aussi comment eux réagissaient et comment ils travaillaient. Comment il fallait les aborder aussi après pendant le tournage. C'est-à-dire que Simon, il avait un côté, lui il vient du théâtre à la base, donc c'est un acteur qui a tendance à beaucoup répéter, beaucoup travailler, beaucoup apprendre, etc. Qui connaît son texte sur le bout des doigts et qui est vraiment très 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 méticuleux sur son travail. C'est un bonheur de travailler avec lui pour ça d'ailleurs. Et Freya, c'était justement une comédienne qui travaille depuis ses 14 ans dans que de la série américaine, et donc qui est surtout habituée au gros plan, qui est pas forcément habituée au plan large parce qu'il y a que des doublures en fait. Enfin, beaucoup de doublures en tout cas sont utilisées pour ces séries-là, donc qui sait parfaitement comment se tenir et comment se positionner par rapport à la caméra sur des gros plans, mais qui par contre va pas savoir aussi bien bouger son corps qu'un acteur de théâtre, sur les plans larges en tout cas. Donc ça c'était un truc justement qui... Idem aussi, c'était une actrice qui aimait bien, on va dire plutôt... Pas d'improviser, mais en tout cas de pas rêver... tout en sachant tout sur toutes les scènes, etc. quoi. Elle préférait avoir ce truc un peu plus spontané, dans l'instant, à l'inverse de Simon qui préparait énormément avant, quoi. Est-ce qu'il y a des musiques qui vous ont justement inspiré pour l'écriture, vu qu'on parle d'une fameuse sonate? Est-ce que vous avez longtemps cherché à essayer de trouver cette fameuse sonate? Ouais, alors je peux parler du coup du compositeur Alexis Mingot. Donc Alexis, lui c'est pareil, ça fait 10 ans que je le connais, qu'il avait fait un court-métrage
la musique d'un court-métrage que j'avais réalisé mais il y a 10 ans. On était restés en contact depuis, et pour ce film, on avait longuement discuté avec les producteurs sur le choix du compositeur en se disant qu'il faut pas qu'on se rate, il faut qu'on trouve la bonne personne vu qu'on parle de musique, d'une partition, etc. Et on a échangé sur plein de noms, de gros noms même de compositeurs, en se disant on peut attirer avec ce sujet-là un gros nom, un gros compositeur, etc. Sauf qu'au final, très sincèrement, je pense qu'on a très vite abandonné l'idée en se disant en fait ça va coûter trop cher, ça va être trop long, et sait-on jamais sur un malentendu, le mec peut nous quitter du jour au lendemain pour un projet plus gros parce que voilà. Parce qu'on a évoqué des noms comme Elliot Goldenthal, Danny Elfman, enfin non, pas Elfman, non, Elfman non. On a évoqué Alexandre Desplat par exemple, en se disant que potentiellement c'est un projet qui pouvait l'attirer. Et très vite, en fait, on nous avait déconseillé en disant non, mais il est sur trop de choses, etc. Donc, on nous avait très vite conseillé en fait de faire un casting de jeunes compositeurs, en se disant ok, on fait le pari, on va trouver un jeune compositeur qui va pitcher justement un essai pour nous. Et vu que je connaissais Alexis, en fait, je lui avais demandé est-ce que ça t'intéresse de pitcher un truc pour nous. Lui, évidemment, tout de suite, il s'est jeté sur le truc, il a fait un travail incroyable sur le pitch. Et il avait enregistré en plusieurs jours des propositions de musique différentes qui collaient parfaitement à ce que je cherchais pour le film, qui était plus d'inspiration hermanienne, on va dire, Bernard Herrmann, on va dire score classique, orchestral de cinéma, mais en même temps, pour la sonate en elle-même, il fallait quelque chose d'un peu plus moderne, même si ça reste avec des instruments classiques, on va dire, mais qui est ce côté à la fois enivrant, voûtant, mystérieux, séduisant, mais en même temps très, très sombre et presque dérangeant, dans le sens où il y a des notes qui sont pas forcément... qui sont presque dissonantes par moment, on va dire. Et ça, il l'a parfaitement compris. On a beaucoup travaillé en amont à s'envoyer pas mal de références, etc. Lui, il m'envoyait des compositions, je lui renvoyais des notes sur ses compos. Et au bout de 4-5 versions différentes, on est arrivé avec le morceau de la sonate qu'il a dû composer avant le tournage, pour que déjà la comédienne puisse se plaquer dessus, parce que... Alors ça, justement, c'est intéressant, c'est que la comédienne ne savait pas du tout jouer au violon. Du coup, ça c'était... on lui a payé des cours de violon avec un coach à Los Angeles. Et surtout, en fait, on a trouvé une doublure qui était assez inespérée parce qu'elle lui ressemblait beaucoup physiquement en termes de taille, de poids, de longueur de cheveux, etc. quoi. Donc à la base, j'avais pris une doublure juste pour les gros plans main, pour les inserts. Mais au final, elle a servi beaucoup plus parce que vraiment, la comédienne, malheureusement, elle n'a pas assez travaillé son violon pour le tournage. Et on s'est retrouvé à avoir recours à des subterfuges où la doublure main est devenue carrément la doublure physique de la violoniste. Et c'est très dur de tricher avec ça, parce que le violon, à l'inverse du piano où tu peux tricher en mettant des inserts sur les mains, etc. Là, le violon, il est là. Donc du coup, en fait, c'est vraiment à la hauteur du visage, etc. Donc c'est beaucoup plus dur de tricher à ce niveau-là. Donc nous, on est parti. Moi, ma théorie, c'était la théorie de Schwarzenegger dans Terminator 2, qui est que quand tu le vois en plan large sur une moto, c'est un cascadeur, mais en fait, quand tu le vois en gros plan, tu dis ah non, c'est Schwarzenegger. C'est bon, c'était lui en fait. Et en fait, ton cerveau fait le cheat entre guillemets, et puis ça marche. Quel genre de réal tu es sur le plateau? Très méchant, tyrannique et tu les tapes, j'imagine. Mais comment tu règles? Enfin, déjà, est-ce qu'il y a eu des conflits? Et si oui, comment tu les règles? Comment tu arrives à... Avec beaucoup de diplomatie. Non, honnêtement, et je dis pas du tout ça pour m'envoyer des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est une remarque qu'on m'a beaucoup fait suite au tournage de la part de beaucoup de membres de l'équipe, c'est qu'on me dit être un réalisateur très calme et très précis. Et manifestement, c'est quelque chose qu'ils ont énormément apprécié, parce que beaucoup de réalisateurs de premier long... donc il y a un truc qui se passe dans la tête des réalisateurs sur leur premier long, ce qui fait que soit leur ego explose et ils deviennent complètement cinglés, soit ils sont très soucieux et très insécures, on va dire, et voilà, vont constamment douter de leur choix, etc. Il y a un stress il y a un stress très latent, qui vont s'énerver et puis commencer à gueuler contre les gens, etc. Et manifestement, le fait d'être très précis, de savoir ce que tu veux et d'être calme en même temps et de le dire gentiment, c'est quelque chose qui est non seulement apprécié, mais qui fait qu'en sorte que eux, ils font leur travail de manière pérenne, on va dire, de manière intelligente en tout cas. Donc ça, c'est la remarque que j'ai reçue. Pour régler après les problèmes, tu me demandes quel genre de réalisateur es-tu, je tiens à venir très préparé sur un plateau, c'est-à-dire qu'il faut que...
J'aime pas si on fait beaucoup de changements sur le jour même, le jour T, enfin au moment T. Je découpe tout en amont, je storyboard tout en amont, d'où la prépa aussi beaucoup plus intense que le tournage. Je préfère arriver vraiment, comme je disais, avec un plan d'attaque que les mains dans les poches, même si parfois il faut tout changer à la dernière minute, etc. Il faut être prêt à ça, il faut l'accepter, et c'est souvent là où tu trouves des super idées aussi. Il y a plein de petites choses comme ça où c'est de l'ordre de l'humain, Oui. où il faut arriver à ménager, à négocier avec la personne en question, et ça peut parfois être un technicien ou un des collaborateurs de l'équipe. Euh, mais je pense que je crois que c'est John Borman qui disait ça, qui disait que ça sert à rien de gueuler sur un plateau de tournage en fait, parce qu'il suffit de dire calmement les choses aux gens. On Et doit si dire tu leur ça, fais Moki. comprendre. Comment Il aurait fallu dire ça à Jean-Pierre Mocky. Exactement, ouais. Bon, pardon. 28 jours de tournage, ça a été suffisant? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez pris du retard? Est-ce que tu as dû faire des concessions sur ton découpage à cause de retard éventuel? Alors sur le découpage, non. Après, comme je disais, en fait, il y a plusieurs scènes du scénario qui ont été coupées vraiment pour rentrer dans ces 28 jours. À la base, le premier assistant avait fait un travail avait fait un planning en fait où il avait estimé, je crois, à 45 jours le tournage. Ça, je disais, pour moi et comme mes producteurs, c'était no way. Mes producteurs voyaient plutôt 25 jours de tournage. Moi, justement, je disais, on peut peut-être trouver un entre-deux qui soit intéressant, qui soit plutôt 30 jours, etc. Au final, on est arrivé à 28. Donc ça, après, c'était aussi le fait de savoir ça et le fait d'imposer, tu mets un là aussi pendant la prépa de te dire ok, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a que 28 jours de tournage, il faut que tout rentre, il faut qu'on fasse entre 12, 15 voire 20 plans parfois par jour, avec de la grosse machinerie, etc. Plusieurs personnes m'ont dit toi ces plans là s'ils vont sauter c'est clair et net parce qu'on n'aura pas le temps de les faire. Au final on les a fait, non seulement parce que je les ai imposés très tôt, mais aussi parce que tout le monde s'est préparé tôt à ce qu'il faille le faire en fait, et le faire bien. Et ça, c'est vrai que du coup, en fait, c'est niveau découpage et niveau. Non, je suis très très content de tout ce qu'on a réussi à faire en ces 28 jours. Parce qu'effectivement, c'était très serré, mais comme je disais, il y avait le fait de tourner pendant 3 semaines dans un seul et unique décor. Et le fait de tourner là-dedans, je pense que ça nous a aussi beaucoup aidé, en intérieur notamment aussi. Donc, sans les aléas de la météo, l'extérieur, etc. Ça, c'était bénéfique, clairement. Et puis le fait d'avoir aussi bien préparé Ouais. en pré-prod aussi, quoi. Ouais, vraiment. Ça d'ailleurs, c'est moi ma grande fierté personnelle sur ce film. Il y a plein de choses où je suis pas du tout content, il y a des choses où je suis semi-content, des choses où je suis très content. Mais ma grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire tout ce qu'on a fait en si peu de temps et avec aussi peu d'argent. Voilà. Et est-ce que dans tout ça, tu as pu faire des improvisations aux comédiens des fois, où vous avez respecté On a eu un ou script. 2 jours où on était un peu en avance niveau timing, on n'avait pas le luxe on avait que le loisir de faire une seule scène, par exemple de dialogue entre 2 comédiens. Et du coup, vu qu'on avait du temps en amont, il y avait des prises où je leur disais, clairement, éclatez-vous, proposez quelque chose de différent si vous avez envie de go wild, quoi, enfin presque. Et donc on a pu se marrer grâce à ça, notamment avec Simon qui s'amuse constamment avec des accessoires, des objets, qui les manie, enfin justement qui va essayer des choses différentes. Et donc, mais après, oui, non, globalement, il n'y a pas eu énormément d'improvisation, on va dire. Question, vous avez tourné avec une Harry? Ouais, Yes. c'était le minimum quand on a une équipe. Alors non, de- figure-toi que c'était même pas fourni par Harry, c'était fourni par des loueurs de matériel locaux en Lettonie. Parce qu'en fait, apparemment, Harry, en tout cas à l'époque, ils ne fournissaient pas les caméras pour leur projet, leur production. Très bizarrement d'ailleurs, ça, on a jamais vraiment compris pourquoi, enfin bref. Mais on a quand même tourné en Alexa, donc on avait tourné avec l'Alexa XT et l'Alexa Mini, parce qu'on avait plusieurs séquences qu'on a tourné à 2 caméras. La majorité du film c'était à une seule caméra, mais sauf 2 ou 3 scènes, je crois, on était vraiment à court de temps. Il y avait la scène notamment du musicologue où on avait beaucoup de plans à rentrer en peu de temps, en peu de jours, etc. Et beaucoup de dialogues. Donc on s'est servi de 2 caméras pour les chants contre chants notamment. Et la scène de climax aussi. Où vu que tout était storyboardé, on se disait tel plan il va être shooté avec la caméra A, tel plan avec la caméra B. Et puis en vrai, ça peut être un vrai gain de temps à partir du moment où c'est bien réfléchi, etc. quoi. Et la scène d'intro où on est dans le personnage. J'allais dire, oui, ça c'est la seule scène qui n'a pas été tournée en Alexa, qui était tournée avec des petits appareils photo Sony Alpha 7S. Donc ça, on les avait choisis notamment parce que c'était des très basses lumières, tu pouvais faire des belles choses, on va dire, avec, mais surtout parce que c'est très léger. Et ça permettait on avait créé un rig en fait à partir d'un casque à moto avec un espèce de système de poids derrière le casque à moto.
et la focale qui était devant le chef. En fait, les avant-bras que vous voyez au début, c'est le chef-op, c'est du chef-op, parce que c'était le faire avec Ruger Hauer, c'était pas possible Bah ouais. et intenable sinon. Et il fallait qu'on soit très précis. Et pour ça, du coup, ouais, on a utilisé une caméra différente, donc qui apporte un cachet très différent, un peu plus amateur entre guillemets, mais on va dire c'était la seule manière possible en fait, sans passer par une caméra trop lourde ou un dispositif trop lourd en tout cas. Notamment parce qu'on faisait brûler les avant-bras et que les flammes devaient monter. On l'a fait en live avec un cascadeur du coup. Donc oui, c'est pas que les bras du chef-op, c'est en coupe à un moment donné, c'est les bras du cascadeur, ouais, qui s'était fait cramer les bras, donc ça c'était drôle d'ailleurs. Ah ouais. Ah oui, moi j'ai même pas Avec du imaginé gel. que c'était. Ouais. Ouais, D'accord. je pensais que c'était un truc en plus. Bah ouais, moi c'est aussi. fixe. Je pensais Non, pas non, qu'il c'est un l'avait fait mélange. pour de On avait vrai, fait en une passe de flamme qu'on avait rajouté après sur Ah. l'image, mais après, par contre, les avant-bras qui sont en Oui. feu, c'est vraiment en Oui, feu. oui. Il a du gel Ouais, du gel. Un truc isolant, un peu, anti-inflammatoire. Enfin, je sais ouais. plus comment on appelle ça en français, mais voilà, enfin, c'est un gel très Protecteur, froid, en tout quoi. cas protecteur. Ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé de cadrer sur ce film? Oui, sur 2-3 plans, oui, mais de manière générale, j'aime pas trop ça parce que n'étant pas moi-même cadreur, je préfère confier ça à quelqu'un qui a déjà 20 ans d'expérience. Après, j'avais constamment un viewfinder sur moi. Donc après, je savais exactement les focales que je voulais, l'emplacement, etc. Il y a 1 ou 2 plans que j'avais pu cadrer, mais parce que je me sentais en confiance de pouvoir le cadrer à ce moment-là et que j'avais pas besoin de me concentrer sur 3 trucs en même temps. J'ai beaucoup d'admiration pour les réalisateurs qui cadrent eux-mêmes leurs films, mais moi, personnellement, j'y arrive pas. Enfin, faudrait beaucoup plus d'expérience, en tout cas. Il me faudrait beaucoup plus d'expérience en tant que cadreur, que j'ai pas. Une anecdote de tournage, éventuellement? Non, je sais pas, une anecdote rigolote, on nous avait dit que le manoir en question était hanté. Et donc moi, forcément, c'est génial. On fait un film de manoir hanté dans un vrai manoir hanté, et on va découvrir pourquoi il est hanté et comment. Et la personne, le propriétaire, nous avait dit qu'en fait, il y avait une salle précise qu'il fallait surtout pas ouvrir, parce qu'à chaque fois qu'on l'ouvrait, en fait, il se passait des choses. Et il s'avère qu'en fait, un des assistants régie l'a ouvert par mégarde, en se demandant il y a quoi à l'intérieur, tu vois, peut-être qu'on peut stocker des trucs là. Et dans les jours qui ont suivi, il y a eu des trucs bizarres qui se sont passés. Notamment, j'ai perdu la voix, j'ai eu une extinction de voix. Donc ça, c'était très drôle pour diriger les comédiens. Après, en vrai, c'était plus relié au froid et du fait qu'il faisait moins 10 sur place. On tournait en Lettonie au mois de novembre, etc. C'était assez fun. Mais non, il y a eu des câbles qui sont tombés du plafond, ou une lumière qui tombait juste à côté de la comédienne. Il y a eu, moi, j'étais passé devant comment tu dis, un ventilo qui a explosé devant moi avec des étincelles qui ont volé sur le sol. Je suis pas du tout superstitieux ou croyant ces choses-là à la base, mais je trouvais ça assez bizarre. Et j'ai pris feu. En fait, c'est une anecdote rigolote. C'est en fait, on avait le manoir où on tournait était pas chauffé. Donc en fait, on avait des petits chauffe-eau à gaz, en fait, avec une flamme apparente, qui était juste protégée par une grille. En fait, il y avait rien pour protéger la flamme. Et moi, je portais une grosse parka pour me réchauffer et qui me descendait jusque là. Et à un moment donné, pendant que je parlais avec mon assistant, j'avais fait un pas en arrière pour lui parler, et puis en fait je sens, c'est Madame Doubtfire quoi, je sens un truc cramé, un truc chaud en fait derrière moi, et puis en fait je me retourne, il y a des flammes sur mon manteau, avec mon manteau qui est en train de fondre, et voilà, bref, c'est l'anecdote rigolote on va dire, dont je me souviens spontanément. Combien de jours pour la post-production? De jours je saurais pas te dire, mais on avait à peu près 8 semaines de montage, donc le film était monté par Jean-Philippe Ferré, avec qui j'avais fait Antiti donc. Et d'ailleurs, en fait, tu lui envoyais déjà des plans depuis le oui, tournage? Oui, en fait, tous les plans étaient tous les soirs sur serveur, donc on pouvait, à la fin de chaque journée ou à la fin de chaque semaine, on regardait tous les plans qu'on avait tournés. En tout cas, moi, je pouvais les regarder depuis un serveur sur Internet. Et lui, il les recevait en même temps, du coup. Donc, en fait, il en profitait pour dérocher, synchroniser tous les plans, commencer à faire ses fichiers, ses dossiers, etc. Et il avait même commencé à faire des essais, des tests à distance pour monter des séquences, un petit peu sans me les montrer ou quoi que ce soit, mais juste pour faire des essais lui dans son coin. Et en fait, quand j'étais revenu sur Paris, en fait, tout était déjà, tous les plans étaient déjà là. Donc on avait juste à attaquer le montage en fait. Donc j'ai eu une semaine de repos en rentrant du tournage, et puis on attaquait direct le montage. Et ça, c'était 8 semaines, ouais. 8 semaines de montage, et
Tout ce qui était VFX, étalo et mixage, c'était fait 5 mois plus tard, pour des raisons de planning de Harry, en Allemagne du coup. Donc on est parti à Munich pour faire tout ça. Et on avait... C'était très court, on avait je crois même pas 2 semaines en tout et pour tout pour faire tout ça. Ah ouais. Là, tu parles des effets spéciaux et Ouais. Montage et Alors effets eux, ils avaient commencé une part avant qu'on arrive sur place. Ah oui. Quand je dis on, c'est moi et mes producteurs. Moi et mon producteur, pardon, Laurent Fumon. Le mixeur aussi, qui était français, que j'avais fait venir, il avait 1 semaine pour tout mixer. Enfin, en tout cas, c'était fait dans des délais très très courts. Ouais. Et pas évident, mais super conditions, mais juste délais très très courts. Notamment l'étalonnage où ouais, on a eu des frayeurs sur l'étalonnage. L'étalonneur qui avait fait du zèle et qui avait fait un étalonnage qui n'était pas du tout ce que j'avais demandé à la base. Parce qu'il avait travaillé, il avait fait un premier étalonnage du film dans son coin. Et on avait Et là, il avait dû vraiment tout travaillé reprendre. sur la Lui, il a fait un truc toute la orange en durée. fait. Il a fait un truc complètement. Vous voyez la série Dark, la série avec des couleurs qui pètent dans tous les sens. En fait, on aurait dit que les personnages étaient orange, qu'ils sortaient de vacances, etc. Je disais, mais c'est pas du tout le film qu'on essaie de faire, quoi. Il y a des envies entre le costumier, je crois, ou le Ouais. styliste. Mais clairement, ouais. Il y en a le côté classique, il comprenait- avait pas ouais. intégré. Ah non, lui, il avait, oui. Et surtout, je pense qu'il était plutôt content de son travail, donc il a vite déchanté quand j'y arrivais. Et non, mais après, on a vite rectifié le tir, mais c'est juste que c'était des délais très courts. Ouais. Et pour les effets spéciaux, du coup, avec Sébastien Drouin, c'était Oui. lui qui était le directeur post-prod. Alors non, il était superviseur VFX vraiment sur le plateau, sur le tournage, D'accord. et notamment en prépa pour dire tel ou tel effet, il faudrait qu'on prévoie ça au tournage pour faire des plates, pour faire des rêves de lumière, etc. Après, il était là pendant la post-prod, une partie de la post-prod en tout cas pour superviser, pour vraiment donner apporter son regard, son œil sur les plans. Après, il était moins impliqué sur la partie allemande, justement, des effets avec la créature. Enfin, il était impliqué, mais à distance, on va dire. Donc, il travaillait sur d'autres projets. Donc, D'accord. Alors, du coup, qui est-ce qui suivait le plus? C'était plus toi ou c'était c'était ton moi et producteur? mon producteur aussi, Laurent Fumon, qui, de par sa boîte Imaginework, en fait, il a un pied dans les effets spéciaux et la post-prod, donc il s'y connaît très bien aussi. Et après, on avait aussi un directeur de post-production rattaché à Remedia. D'accord. Qu'est-ce que tu penses qu'il a... Bon, je rebondis peut-être sur la question, je la pose différemment. Tu t'as dit que t'étais pas très satisfait finalement de la créature. Qu'est-ce que tu penses qu'il a manqué? Est-ce que tu penses... Parce que bon, je sais, on peut imaginer qu'il y a un manque d'argent, j'imagine, on va retomber là-dessus, mais est-ce que tu penses qu'avec plus de prépa, vous auriez pu faire mieux? Ou est-ce que c'est quoi qu'il arrive inhérent à l'aspect financier? Honnêtement, si je devais tout refaire aujourd'hui, je pense que j'aurais déjà utilisé beaucoup plus de live que simplement avoir recours de la 3D, des images de synthèse. Et surtout, en fait, j'aurais beaucoup plus suggéré la créature finale que la montrer. C'est-à-dire que j'avais une envie de montrer vraiment, plutôt que de me dire non, on va rester tapis dans l'ombre, etc., ou en flou, etc. Et je pense qu'avec le recul, ça aurait été la bonne solution. Enfin, il y a un peu de ça dans la scène finale, si vous vous en souvenez, mais je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin là-dedans. Et je pense que c'est ce que j'aurais dû faire, en fait. Pour que vraiment le résultat soit comme je l'entends, quoi. Et je pense qu'il y a clairement 2 ou 3 plans, et ça joue à pas grand chose, 2 ou 3 plans qui sont en trop. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé après de tout ça, mais il y a 2 ou 3 plans qui pour moi ne fonctionnent pas et qui niquent tout le reste en fait. Mais après, ça c'est moi. Voilà, je sais qu'il y a eu je le ressens. Alors moi, je peux être honnête. Bien sûr. Je l'ai ressenti un petit peu, Ouais. mais en même temps, je regrette pas trop parce que bon, je me dis voilà, parce qu'il n'y a pas 36 créatures en fait pendant le film. Donc Oui. c'était un moment où C'est je pas peux Jurassic totalement comprendre qu'on monte la créature plutôt qu'on la suggère. Moi, j'avais très envie de la montrer. J'avais envie que ça finisse sur un truc complètement démurge et fou, on va dire. Donc pour moi, c'était important de le montrer, mais je pense qu'en la suggérant, en ayant recours davantage à des artifices de mise en scène, etc., pour la masquer un peu, ça aurait été plus malin, avec le recul, par rapport à l'économie du film et le budget. Je sais plus ce que je voulais rajouter là-dessus. Si t'avais eu à le refaire, je crois que c'était peut-être ça. Non, oui, mais après, voilà. c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai eu des tas de retours très différents, même des gens du métier, tant des personnes qui ont adoré la créature finale, que des gens qui ont détesté, que des gens qui s'en fichent un peu, en fait. Et enfin, pour qui c'est anecdotique par rapport au reste du film, quoi. Donc vraiment, c'est très subjectif aussi, je pense. Mais moi, je sais qu'en tout cas, quitte à refaire, j'aurais utilisé beaucoup plus la suggestion. Voilà. Tu as eu d'autres problèmes sur d'autres effets dans le film ou... Non, il n'y a pas eu spécialement d'autres problèmes sur les effets. Je suis très content de l'effet des statues, par exemple, qui bougent dans le jardin. Je trouve que ça fonctionne bien. Il y a beaucoup d'effets en fait qui sont invisibles aussi. Enfin, invisibles.
des ciels refaits, où il y a, par exemple, il y a une séquence où elle parle au téléphone dehors, devant le manoir. Normalement, il y a une vitre derrière elle qui est couverte d'une bâche qui est pétée, qu'on pouvait pas toucher. En fait, toute la vitre a été refaite en 3D. Donc, c'est un truc qui est presque inutile, entre guillemets, qui se voit pas, mais qui marche très bien. Le concert à la fin, la salle, enfin tout le public, en fait, on avait que 120 figurants. La salle faisait 300 ou 400 places. Donc on devait faire un composite avec plusieurs, on les filmant vraiment avec des plaques différentes, où on déplaçait le public à chaque fois pour vraiment remplir toute la salle en entier pour 2 plans, quoi. Et idem aussi, toutes les affiches que vous voyez devant la devanture de la salle de concert, ça c'est de la 3D, c'est des images de synthèse. Ça a été rajouté après en post-prod. Voilà. Donc tout ça, non, ça c'est plutôt des effets dont je suis plutôt content, parce que invisible, et je pense que ça fonctionne, il y a une valeur ajoutée en tout cas dans le film. Comment vous avez bossé le sound design avec Eric Chevalier? Eric était surtout mixeur, donc il était que mixeur d'ailleurs, il il était pas dans le sound design, sound ok. design, mais par contre le sound design était fait chez Attention aux chiens, AOC, la boîte de post-prod son où j'avais fait Entity. Lui avait fait une banque où il avait récupéré énormément de sons basés sur nos discussions, des échanges, etc. Sachant que le sound design c'est primordial pour ce type de film où vraiment chaque craquement de plancher doit être bien placé, etc., et bien mixé pour créer une atmosphère, une ambiance, etc. particulière. Tous les follets, tous les effets ont été bruités entièrement par Harry. Donc tous les bruits de pas, tous les bruits de clés, tous les bruits de portes, etc. ont été entièrement refaits. Ça, je suis très content des follets par contre. Et on a fait beaucoup de travail en mélangeant des cris, des bruits différents, etc. Notamment des cris de gosses qu'on déformait ou qu'on mettait à l'envers. Il y a plein de choses qu'on s'est amusé à faire, ou même des sons qui étaient délibérément exagérés, même si pas du tout réalistes, comme le son des clés qu'elle a, qui en fait quand tu les entends, t'as l'impression d'avoir des clés qui font 3 mètres de longueur, tellement c'est lourd et too much, quoi. Mais je voulais un peu ce côté too much aussi. Mais c'est le genre en fait qui Ouais, c'est le genre qui veut ça, ça fait partie des codes et des conventions, et ouais. je pense honnêtement c'est quelque chose qui marche bien, qui est un peu daté maintenant comme approche, mais que moi j'aime bien en fait. J'aime ces films-là faits un peu avec amour, et qui assument, on va dire, ce côté un peu clinquant parfois, quoi, en termes de son. Tu as pu faire quelques projections tests? Ou est-ce que tu as montré à des amis, peut-être aux membres du collectif? Alors j'avais fait 2 projections tests lors du montage que j'avais fait à 2 publics. En fait, première projection test, c'était vraiment dans la salle de montage avec 4 personnes, tous réalisateurs ou monteurs, ou voilà, on va dire. Des techniciens, quoi. Des techniciens surtout, ouais, pour avoir vraiment leur avis, qui ont fait des retours très pertinents sur des choses relatives au rythme et notamment à la compréhension. Et c'est souvent un truc auquel on pense pas quand on tourne le film ou quand on monte le film, c'est des choses que les gens vont comprendre ou pas comprendre. Surtout dans un thriller, je pense. Ou ce genre de film un peu gothique, etc., où il s'agit de déchiffrer, décrypter des choses, etc., ou réunir des infos. Et qui avait pointé du doigt effectivement plusieurs trucs qui fonctionnaient pas, ou pas forcément complètement à leurs yeux, qu'on a pu rectifier justement par la suite en retravaillant le montage. Et une deuxième projection test avec un peu plus de monde du film qui était pas étalonné, pas d'effets spéciaux, pas de musique. Il y avait des musiques ref, il y avait des theme tracks, etc., mais il n'y avait pas la musique finale. Et donc ça, c'était assez éprouvant à montrer, parce que du coup, en fait, tu montres le projet fini à 60%, on va dire. Et là, c'est pareil, il y a eu encore 2-3 remarques qui étaient utiles et intéressantes là-dessus, donc on a pu remonter et retravailler certaines choses. C'était vraiment la dernière fois qu'on pouvait se permettre de faire des modifs avant de locker tout ça, pour ensuite finaliser les effets visuels, l'étalonnage, etc., etc., quoi. Mais ouais, on a fait 2 projections de test, ouais. Je pense que c'est assez, assez bénéfique et important, ouais. Surtout pour des premiers longs. Et pour répondre, pardon, à ta question, il y avait 2 des projections. Ouais, à chaque projection, il y avait toujours 1 ou 2 membres de l'escadron. Ouais. À ce moment-là, tu te dis que le film va pouvoir sortir en France à un moment donné en salle, ou est-ce que là tu te dis... Alors, on n'avait toujours pas de distributeur français à l'époque, on avait que le vendeur inter, et qui avait commencé des marchés pour des ventes inter, etc., à l'international. Et pour la sortie française, ça a été très difficile de trouver un distrib intéressé, de par, encore une fois, les mêmes problématiques, film qui est entre 2 genres différents, premier long, film de genre, petit film, pas de star, pas de tête d'affiche, etc. Difficile d'identifier le type de film qu'on fait par le public.
Sachant qu'on n'est pas dans de l'horreur façon Blumhouse ou Conjuring, etc. On n'est pas non plus dans du thriller façon Prisoners. Donc du coup, en fait, forcément, les gens ne savent pas trop où y mettre les pieds et comment le vendre du coup. Jusqu'à ce qu'on rencontre Condor Distribution, qui était super chaud, qui adorait le film, mais qui nous a plutôt amené vers une sortie digitale en France qu'une sortie salle. Parce que pour eux, c'était cinéma de genre français, c'est labellisé au moins de 100 000 spectateurs en salle, etc. C'est très dur à vendre. En gros, c'est plus avantageux de le sortir directement en VOD, en digital, en Blu-ray, etc. pour qu'il existe et qu'il vive mieux, quoi. Ce qui est vrai, en fait. Donc, Alors que pourtant, on avait quand même un comédien français qui était un petit peu connu. Ouais, mine de rien, moi je croyais aussi, mais en fait, non, finalement, pas tant que ça. Donc, ouais. Mais peut-être qu'aussi la sortie salle coûte de l'argent et peut-être ça que le rapport était peut-être un peu trop dangereux. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un. Je pense, ouais, pour eux, clairement, il y avait un risque là-dessus. Ouais. Et on est sorti partout ailleurs, à l'étranger, en salle. Ouais. Il n'y a que en France où c'était compliqué de le sortir en salle. Mais on a fait un podcast avec le producteur Grégoire Debailly qui en parle d'ailleurs très bien. J'invite d'ailleurs les gens à l'écouter parce qu'effectivement on a un public qui est on a des problèmes avec ça, avec le public français qui n'est pas forcément au rendez-vous. Et surtout chez les jeunes qui préfèrent aller voir plutôt le film américain. Voilà, les gros films américains, Ouais, des valeurs sûres, Oui. plutôt que de se risquer sur des films un peu indés. Mais je pense qu'il y a aussi un vrai problème en France, c'est qu'on oublie de dire qu'en fait, il y a peu de films de genre français qui sont très bons, en fait. Alors, je suis pas en train de dire qu'un film est bon ou quoi que ce soit, mais en tant que spectateur de genre, Ah oui. c'est vrai que pendant longtemps, on a eu beaucoup de merde, entre guillemets, dans le cinéma de genre français. Et il y en a eu peu, je crois qu'ils se comptent sur les deux doigts d'une main, sur les 10 doigts, quoi. Où vraiment tu te dis, ok, bon, ceux-là, c'est vraiment des beaux exemples de films où en fait, ça donne envie d'aller voir des films de genre français en salle, quoi. Et je pense qu'on a souvent tendance à comparer le cinéma de genre français au cinéma de genre espagnol. Le cinéma de genre espagnol, on parle pas des merdes en fait qu'il y a eu en Espagne, il y en a beaucoup. Et surtout, en fait, les films espagnols qui s'exportent bien, c'est des films qui ont déjà eu un énorme succès en Espagne de base, en fait. Et je pense qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on oublie de dire en fait sur le cinéma de genre en France. Enfin, français. Et notamment en langue française. Mais je pense que ça se décoince peu à peu, ça se débloque et purement aussi pour des raisons générationnelles, parce que je pense que notre génération est plus sensible au cinéma de genre années 80-90 que celle qui était avant, celle de nos parents. Et je pense que ça va changer forcément, notamment via l'arrivée des plateformes et tout ça. Donc, Est-ce que tu vois l'avenir d'ailleurs du cinéma de genre français plus sur les plateformes que je la pense salle, que ça paraît maintenant non, interdit. les deux sont possibles. Après, je pense que si tu veux faire un film d'horreur qui tâche, ça sera pas pour la salle. Ça sera plutôt pour la plateforme. Et en français en tout cas. Si tu veux faire un film un peu plus racé, arty, intello, etc., il y a clairement une place par rapport au financement, CNC, aide régionale, etc., et comment l'institution française perçoit ces films. Mais je pense que ça peut changer. Enfin, avec la situation actuelle, c'est très dur de savoir aussi avec le Covid et tout ça, mais la situation des salles. Mais je pense que les choses commencent à changer, commencent à bouger. Je pense qu'en tout cas, il y a une envie de voir du cinéma de genre. Peu importe la nationalité en fait, mais c'est pas évident. T'as eu des retours sur les recettes du film dans le monde? Alors pas trop, du côté un peu mal, ouais. Du côté russe, on a zéro info sur les chiffres parce qu'ils communiquent pas du tout là-dessus. Je crois que le film a pas trop mal marché là-bas, en Russie. Après, bon accueil critique aussi, mais on est sorti le même jour que Les Animaux Fantastiques 2. Donc du coup, on a vu très vite passer au second plan en Russie sur le nombre de salles, etc. Globalement, le film a pas trop mal marché. Après, il n'a pas été un gros succès non plus. C'était ni un échec par rapport à l'économie du film et la taille du film, ni un succès en fait. Mais le plus important, c'est qu'il ait pu exister, notamment par les festivals, parce qu'on a eu une quinzaine de gros festivals internationaux qui l'ont projeté et qui l'ont diffusé, et par tout ce qui était digital, VOD, etc., quoi. Donc je pense qu'honnêtement, j'ai pas trop d'infos très sincèrement sur les chiffres, mais d'après ce que j'ai compris, ça a ni marché ni pas marché en gros, quoi. C'est-à-dire que ça a fait ce que ça devait faire par rapport à la taille du film en fait. Voilà. Et pareil, est-ce que tu as eu des échos de Condor depuis que ton film est sorti en Blu-ray DVD ici? Alors, de Condor, oui, ça par contre, je sais que en France, ça n'a pas trop marché en termes de DVD Blu-ray, notamment parce qu'on est sorti pile poil juste avant le Covid, le confinement. Avant, ouais, à peu près. Et je crois que ça a eu un gros impact sur les ventes du film.
Par contre, je crois que le film a pas trop mal marché côté VOD. Donc voilà. Pour finir par rapport au film, est-ce que le film fini correspond à ton idée de départ? Même si je sais qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas, mais est-ce que globalement, t'en es quand même satisfait? Non, moi c'est un film dont je suis très fier, très satisfait. Je suis très content de l'ambiance, la mise en scène, l'aspect visuel, en tout cas du film. C'est vraiment ça correspond vraiment à mon idée de départ. Après, j'ai des petites choses qui me chiffonnent à droite à gauche, que ce soit des détails qui vont d'une coupe de montage ou d'un cadre ou les effets spéciaux, par exemple, je suis pas hyper satisfait. Quand tu dis que t'es pas satisfait de quelques coupes, est-ce que tu avais le Final Cut? Oui, quand même oui. D'accord. Oui, non, ça c'est le Final Cut, ça c'est avec mon producteur Laurent Fumon, on était tous les deux synchro sur l'artistique là-dessus et il n'y avait jamais eu de différence sur le montage ou quoi que ce soit. Non, c'est plus moi, avec le recul, je me dis, tiens, ça, en le revoyant le film, tu dis ça, on aurait dû peut-être le faire comme ça ou comme ça, enfin, c'est normal en fait. C'est la malédiction, je pense, du réalisateur, c'est de voir tous les défauts dans ce que tu fais après par la suite, quoi. Je suis assez étonné, donc du coup tu as plusieurs projets en cours, mais j'ai vu aussi qu'apparemment tu avais aussi fait un jeu vidéo. Tu avais tourné pour un jeu vidéo. Comme Talal, du coup, là je suis en train de finir de la réalisation d'un jeu vidéo narratif qui s'appelle Twin Mirror pour un studio de jeux vidéo qui s'appelle Dontnod et qui avait fait des jeux vidéo comme Life is Strange 2. Ils ont fait Vampire, ils ont fait plusieurs trucs qui étaient le MIUI, donc que Talal a réalisé récemment. Et moi, c'est un truc que je connaissais pas du tout à la base. Je suis pas du tout gamer, je viens pas du tout du jeu vidéo à la base, mais qu'on m'a proposé en fait suite à Sonata, en me disant voilà, c'est un jeu qui était en cours de production, mais pour lequel ils cherchaient à avoir quelqu'un qui leur apporte une patte cinématographique et filmique, on va dire, pour toutes les cinématiques du jeu. Donc c'est un jeu narratif, donc on va dire qu'il y a 80 à 90% de cinématiques dans le... Enfin, peut-être pas 90%, mais entre 60 et 80%, on va dire, de cinématiques dans le jeu, par rapport au gameplay, en tout cas. Et qui sont des scènes qui doivent être filmées, découpées comme des scènes de cinéma. Du coup, je me suis occupé vraiment de la mise en scène de ce truc-là, de la réelle. Donc le découpage des storyboards, toujours encore une fois en collaboration avec des storyboarders. Et peut-être un scénariste aussi, j'imagine. Alors non, le scénario, j'y ai pas du tout touché. Ça vient pas du tout de moi. Mais en collaboration, tu bossais en collaboration avec... Non, le scénario était déjà prêt. En fait, c'était déjà écrit ou est plus ou moins en cours de réécriture, on va dire. Idem, je suis pas du tout le game director du jeu, c'est-à-dire que le game director, c'est celui qui chapeaute tous les différents aspects de gameplay, etc. Moi, j'étais vraiment ce qu'on appelle le cinématique director, donc vraiment celui qui s'occupe de la réalisation et la mise en scène de toutes les cinématiques. D'accord. Donc j'étais notamment responsable de la direction d'acteurs en motion capture. Donc on a fait de la motion capture. Ça c'était rigolo, c'était totalement nouveau et différent aussi pour moi. Et la direction d'acteurs voix pour tout ce qui est recording, enregistrement de voix de comédiens qui sont américains, du coup. Voilà. Donc expérience plutôt enrichissante et très différente et en même temps très proche de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, en tout cas en cinéma. Est-ce que tu serais intéressé pour faire d'autres formes narratives comme de la série ou carrément la série, j'adorais. De la VR, par exemple, je sais pas, c'est très particulier, mais... La VR, c'est plus complexe déjà, je maîtrise pas autant, je pense, mais après, il faudrait que je me renseigne davantage sur le média, mais je trouve que c'est super, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui est super intéressant. La série, carrément, j'ai même plusieurs projets de série qui sont en cours d'écriture, qui sont pas du tout associés à des prods pour l'instant, mais qui sont en cours au stade embryonnaire, on va dire, d'écriture, etc. Mais c'est vraiment un format qui me plairait énormément. Ne serait-ce que même réaliser un épisode de série ou des épisodes de série qui ne viennent pas de moi, qui ne sont pas écrits par moi, j'adorerais. Et la VR, oui, clairement, c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant. Ouais. Ta dernière claque cinématographique, c'était quoi? Ma dernière claque cinématographique, j'ai beaucoup aimé le film de Sorkin, le Trial of Chicago 7, qui est sur Netflix. Bon, après, je sais pas si on peut dire claque cinématographique ou claque Netflix. Ouais, mais ça claque visuelle. Ça englobe tout ça, oui, d'accord. Pareil, ouais. J'ai beaucoup aimé ce film-là, je trouvais ça super bien écrit, et les acteurs, le script, tout, vraiment, vraiment super. 1917 de Sam Mendes aussi, j'ai énormément aimé. J'ai vu Tenet que j'ai bien aimé. J'ai pas adoré pour autant, mais j'ai bien aimé. Claque cinématographique. Si, il y a un petit film que j'ai vu cette année que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Swallow, qui est un petit film indé dont le nom du réalisateur m'échappe maintenant. Je crois que je sais plus comment il s'appelle.
Mais je sais pas si vous voyez ce que c'est un Bien petit sûr, film je vois très bien. Tu l'as vu toi? J'ai pas pu le voir. qui a un mais je côté vois très, presque très bien. Cronenberg en fait dans le propos. Enfin, c'est une jeune femme en fait qui va commencer à manger et avaler en fait des objets de plus en plus gros. Et en fait tout ça c'est relié à quelque chose de profond psychologiquement. Et Ouais. c'est un thriller. Et enfin en tout cas c'est traité comme un thriller. C'est un portrait de personnage et c'est un film assez étonnant et curieux par les temps qui courent qu'on Le n'a départ pas est de voir. déjà assez. Mais c'est un film qui m'a beaucoup intriguant. plu et qu'on a vu sortir de nulle part quoi. Et qui est sorti en début d'année là. Un conseil pour un jeune metteur en scène Honnêtement, de faire autant que possible, de tourner autant que possible, même des trucs à la con, des clips, des cours, de tourner, enfin vraiment je pense qu'il y a pas mieux, il y a pas meilleure école en fait que de regarder des films et de faire des films. Point. Et je pense que en fait moi le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'est très jeune, c'était un prof de musique qui m'avait dit ça. Il a dit mais pourquoi t'achèterais pas une caméra vidéo et tourner des courts-métrages avec? Et en fait, c'est le meilleur conseil qu'on ait pu me donner parce que ça te met dans une mécanique et dans une logique en fait de fabriquer des choses et de te confronter à des soucis auxquels tu seras confronté d'ailleurs plus tard dans des longs métrages, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Donc à un jeune metteur en scène, si on parle vraiment d'ado ou étudiant en cinéma, je pense que vraiment de tourner autant que possible et de faire autant que possible, tout en bouffant du film et en apprenant de ce que tu regardes et ce que tu analyses. Après, pour une personne, on va dire, un peu plus aguerrie et qui a déjà emmagasiné un petit peu ces choses-là, compris ces choses-là en tout cas, je dirais vraiment d'être patient et acharné à la fois. Parce que ça peut prendre énormément de temps et jamais rester bloqué sur un seul projet, toujours avoir plusieurs projets sur le feu, plusieurs casseroles sur le feu, et constamment être en demande, d'être curieux et puis d'en vouloir, quoi. Je pense qu'il y a pas, ouais, faut être acharné et patient à la fois. Bon, Bah, bien, écoute, je merci. pense qu'on est arrivé à la Merci à fin. vous. Merci Andrew. C'est cool. C'est la fin de ce 8e numéro de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Retrouvez tout un tas de liens dans la description. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. À très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.